Les scénarios de jeux de rôle, c'est la base de toute aventure de roleplay et pourtant, il n'est pas toujours facile de trouver des idées. On connaît tous le fameux porte-monstre-coffre qui est presque devenu un cliché. Les joueurs se rendent dans un donjon, ils l'explorent, ils affrontent des monstres et ils obtiennent quelque chose en échange. Mais la base du jeu de rôle, c'est de se raconter une histoire ensemble entre amis. Et donc, c'est bien plus vaste que ça. Celle-ci n'a de limite que ton imagination en tant que maître du jeu. Cependant, parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Peut-être que t'as jamais fait encore de jeu de rôle, peut-être que tu débutes en tant que maître du jeu, peut-être aussi que tu cherches de nouvelles idées ou encore que tu as une partie prévue bientôt mais que les aléas de la vie font que tu n'as pas beaucoup de temps disponible pour l'organiser. Dans ce cas-là, tu es au bon endroit parce que je vais te présenter 9 scénarios qui vont te permettre de créer ton aventure rapidement et sans difficulté. L'autre gros avantage de ces scénarios, c'est qu'ils vont t'inciter à diversifier tes parties. Alors fonce! C'est la meilleure façon de progresser. Plus tu vas animer de sessions de jeux de rôle différentes, plus tu vas expérimenter des concepts de scénarios et plus tu vas devenir un meilleur maître du jeu. Alors attention, t'as quand même un peu de boulot. Ces scénarios, c'est des trames et elles ont été conçues pour s'adapter à ton univers. Donc il y a un petit peu de travail à faire dessus pour l'adapter à ton jeu. Mais pas de panique, je vais te guider là-dessus. Avant ça, j'en profite pour faire un petit point sur comment trouver de bonnes idées de scénarios. Il y a un petit secret que connaissent bien les créatifs. Bon, on en a déjà parlé, le cliché du jeu de rôle, c'est sans doute le scénario de collecte d'objets dans un donjon. Et si tu fais commencer tes joueurs dans une taverne, ou encore mieux, qu'il y a une baston dans cette taverne, là on est proche de l'orgasme. Mais blague à part, il est vrai que ce type de scénario, il revient encore et toujours. Et pourtant, à mon sens, c'est loin d'être le plus intéressant. Un roleplay te permet de construire une aventure de toutes pièces, d'y ajouter des intrigues, des rebondissements et des moments épiques. En fait, t'es un petit peu un scénariste de film. Bien sûr, se faire une bonne partie de jeu de rôle une fois de temps en temps avec ses amis, c'est cool. Mais faire une campagne, ça te permet de pousser tout ça beaucoup plus loin, forcément. Quand tu dois enchaîner les scénarios, c'est là où tu peux ajouter des intrigues, des dilemmes ou des choix moraux clés et crédibles. Tes joueurs ont pris le temps de s'imprégner dans l'univers et s'impliquent davantage dans l'histoire. Ils voient ça davantage comme un jeu de rôle et non comme un simple jeu de société qu'on pourrait faire de manière ponctuelle. Sauf qu'en général, il y a deux obstacles à ça. Déjà, il faut trouver des joueurs qui sont prêts à s'investir régulièrement et donc il faut qu'ils aient l'envie de démarrer une aventure et de la suivre semaine après semaine. Alors t'es pas obligé de suivre un rythme très précis, juste de t'assurer que ta table ait envie de jouer plus qu'une fois. Et le deuxième problème, c'est de trouver des idées de scénario et de savoir se renouveler. Rester sur le même concept de scénario à chaque fois, c'est le meilleur moyen de lasser ses joueurs. Et ça peut vite être une grosse difficulté car lorsque tu pars sur plusieurs mois voire plusieurs années de campagne, t'as pas d'autre choix que de te renouveler. Et ça fait peur à beaucoup de MJ. Mais là-dessus, je veux te partager un secret que connaissent les créatifs. Alors petite parenthèse, que tu t'identifies comme créatif ou non, tu vas le devenir par la force des choses si tu te mets à créer une campagne. Et la créativité, on pense souvent que c'est quelque chose d'inné. Alors certains ont plus de prédisposition que d'autres, mais tout le monde peut être créatif. Il y a une règle universelle que tu vas vivre dès le moment où tu vas t'y mettre. Plus tu crées, plus tu as d'idées, et donc plus tu crées d'autres choses. C'est pour ça que les gens qu'on considère comme créatifs, tu as l'impression qu'ils ont tout le temps 3 tonnes d'idées. Mais en fait, c'est ça le processus. Plus tu crées, plus tu crées. On va aller voir nos scénarios, mais avant ça, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à récupérer la bibliothèque de PNJ. Il y a 14 profils psychologiques de PNJ que tu vas pouvoir utiliser dans n'importe quel de tes univers, scénario ou campagne. Tu as un lien en dessous de cette vidéo pour récupérer une version numérique ou une version physique au choix. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description de la vidéo. Alors comment est-ce qu'on va utiliser ces idées de scénario? Eh bien, chaque scénario est conçu pour pouvoir s'adapter à n'importe quel univers. Donc, je les ai construits pour te permettre à la fois d'avoir une trame directrice, mais j'ai volontairement fait en sorte qu'il te reste quelques ajustements à faire. Le but du jeu, c'est que tu aies 9 scénarios différents avec des activités variées, mais aussi que tu puisses ajouter ta touche personnelle. Donc ça va te demander un petit peu de travail, mais ils seront très formateurs pour te permettre ensuite de pouvoir créer tes propres scénarios. Et si tu as déjà l'habitude de faire des scénarios, ça te permet juste d'avoir des idées à piocher. Certains sont idéaux pour démarrer une campagne, d'autres seront davantage utiles comme un tournant de l'histoire. Ils peuvent aussi être intéressants si tu n'as pas le temps d'écrire un scénario en détail. Si par contre tu cherches des idées de scénarios clés en main, je t'invite à découvrir nos 3 scénarios multi-univers. Tu peux mettre ça en place en 30 minutes et c'est disponible soit en version digitale, soit en version livre physique. Pareil, je te mets des liens en dessous de la vidéo si ça t'intéresse. Allons voir maintenant nos idées de scénario et ça va se faire en 2 phases. Une phase où je te présente le synopsis du scénario face caméra et une phase où on sera sur mon ordi et je te montrerai le détail de ce scénario. Si tu veux les versions écrites de ce que je te présente, c'est disponible sur notre site questmaker.co et je te mets pareil le lien vers l'article en description de la vidéo. Le premier scénario, c'est une exploration de donjon. Alors forcément, quand on parle de scénario de jeu de rôle, l'exploration de donjon, c'est presque un passage obligé. Pour autant, on va ajouter un petit twist à la mission. Dans ce scénario, les joueurs vont explorer les ruines d'un temple. Soit tu vas l'introduire dans un scénario très classique du genre un client qui demande
demande aux joueurs de retrouver un artefact ancien par exemple, soit tu peux ajouter une petite pointe d'humour. Par exemple, tu peux dire aux joueurs que des pseudo-aventuriers se sont rendus dans les ruines du temple et ne sont jamais revenus. Le groupe est donc envoyé pour essayer de les retrouver et de leur porter secours. Alors, je l'ai pas précisé, mais si t'envoies cette vidéo à ton MJ, arrête-toi là parce que je vais tout spoiler. La particularité de ce scénario, c'est qu'une fois qu'ils seront à l'intérieur du temple, ils vont subir une sorte de retour dans le passé, sans forcément s'en rendre compte tout de suite. C'est un scénario idéal si tu cherches quelque chose à la fois de simple et en même temps avec une pointe d'originalité. Tu peux l'adapter à n'importe quel type d'univers à partir du moment où il y a soit de la magie, soit moyen de justifier un retour dans le temps. C'est-à-dire que même dans un monde futuriste, par exemple un cyberpunk, tu devrais pouvoir trouver une justification pour y arriver, comme un bug technique ou des changements de fréquence, ce genre de choses. Ok, on va regarder dans le détail le premier scénario, mais avant ça, 1000 excuses, j'ai vu que mon t-shirt était extrêmement froissé, je déteste être froissé, c'est pour ça que j'ai changé de stratégie. Donc dans ce premier scénario, on va faire une collecte d'artefacts, ça va être vraiment de l'exploration comme on l'a souvent dans le jeu de rôle. C'est quelque chose que tu peux faire dans un univers où il y a de la magie, où il y a des malédictions, où il y a des phénomènes paranormaux ou des dysfonctionnements liés à par exemple du chrome dans Cyberpunk. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'il y ait un moment donné où les joueurs dans le donjon, ils soient téléportés ou alors qu'ils soient dans des visions du passé. Donc ça c'est très très important. Le synopsis ici, c'est que dans ce scénario, les joueurs vont se rendre dans les vestiges d'un ancien temple et donc ils doivent enquêter sur une relique. Ils savent pas si cette relique elle existe vraiment, si le temps l'a emportée ou si c'est juste une légende. Par contre, ce qu'ils savent, et c'est la raison pour laquelle ils vont y aller, c'est que la valeur de cette relique, si elle existe, elle est inestimable. Donc ils vont s'y rendre, mais il va se passer quelque chose d'un peu curieux. Et là, c'est là tout le plot de l'histoire, c'est qu'ils vont pas s'en rendre compte tout de suite, mais ils vont se retrouver plongés dans le passé, littéralement. La transition va se faire pendant l'exploration et elle va pouvoir se justifier soit par de la magie, soit par une malédiction, soit une modification de fréquence, t'es dans un univers un peu futuriste par exemple. L'objectif c'est de modifier leur perception de la réalité. Donc si tu fais vraiment un univers réaliste, ça va peut-être un petit peu compliqué de l'adapter, mais tu peux peut-être te creuser la tête pour voir comment tu pourrais faire. Si c'est un phénomène magique, les joueurs ils vont littéralement être transportés à une autre époque. Et si t'es par exemple dans un univers type cyberpunk, on peut dire que les fréquences, tu vois, elles vont modifier leur vision, elles vont mêler les images du passé et du présent, enfin voilà, tu peux vraiment t'amuser comme ça. Donc la première partie, c'est le moment où les joueurs vont rencontrer un informateur sur cette relique. Donc en fait, on peut le faire de deux façons, tu vas voir, mais cette première façon, l'idée c'est que les joueurs ils ont entendu parler de cette relique et donc ils vont passer plusieurs semaines à étudier tout ce qu'ils pouvaient dessus. Ça c'est quelque chose que tu peux accélérer, que tu peux expliquer au début de l'histoire, ils n'ont pas forcément besoin de le faire. Il faut juste leur donner 2-3 éléments. Et donc ils savent que cette dernière est d'une valeur inestimable, que ça peut non seulement leur apporter de la fortune s'ils trouvent un acquéreur, parce qu'une fois que tu as l'objet, faut réussir à le vendre et montrer que c'est un vrai justement, et également ça va leur tailler une sacrée réputation parce que cette relique elle est réputée comme introuvable, on ne sait même pas si elle existe vraiment. Avec leur recherche, ils ont trouvé la piste d'un informateur, donc là-dessus, il va falloir que tu trouves un nom qui va correspondre à ton univers, et la partie, elle va commencer juste avant leur rendez-vous. Donc l'informateur, ce rendez-vous, il va se passer dans un lieu de restauration, donc ça peut être une taverne, un McDo ou un cyber McDo, ce que tu veux. Et par exemple, tu vois, il peut lire le journal local, il attend les joueurs, bref, voilà. Et donc, il demande de l'argent aux joueurs, et puis si tu estimes que le montant est suffisant, il va pouvoir leur expliquer ce qu'il sait. Ou sinon, il négocie. Donc en gros, il leur dit, bon, les amis, c'est cool, mais cette relique, elle vaut des sous, vous le savez. Et moi, je sais des choses, mais tout se monnaie, vous voyez. Donc du coup, il faut être un peu dans le jeu de négociation et on commence à prendre un peu des thunes aux joueurs, quoi. À ce niveau-là, le groupe, il va apprendre 3 choses. Premièrement, que les vestiges, ils sont à plusieurs kilomètres d'ici. Et donc, il leur donne la meilleure route à prendre pour s'y rendre. Il donne même peut-être une carte sur laquelle il peut avoir tracé le chemin, par exemple. Il leur dit que, là-bas, il n'y a rien d'autre à part des ruines. Mais que malgré ça, il y a plusieurs explorateurs qui ont tenté de s'y rendre, mais qui ont disparu ces dernières années. Et donc, il m'en garde les héros du danger potentiel, à savoir que du coup, ces disparitions, elles sont inquiétantes vu l'état du bâtiment. Et qui pourra bien s'effondrer à tout moment. Donc, attention à ce stade, il faut pas que tu dissuades trop les joueurs d'y aller, parce qu'il y en a, ils vont se dire c'est trop dangereux, j'y vais pas. Donc non, faut vraiment bien cadrer la partie dans ce sens-là, sinon ton scénario il tombe à l'eau. Donc travaille bien les motivations des joueurs. Et puis si t'es chaud, tu peux aussi ajouter d'autres éléments sur la quête, leur donner des indices, il faut pas spoiler, mais leur donner des indices supplémentaires sur ce qu'ils pourraient faire, en tout cas à l'entrée du bâtiment, s'ils arrivent à bien négocier. C'est à toi de voir si tu as envie de le tenter, mais tu peux te prévoir quelques éléments de négociation en plus si c'est bien amené. Alors une alternative que tu as, plutôt que les joueurs passent du temps à étudier et qu'ils se renseignent d'eux-mêmes pour aller chercher cette relique, tu peux faire autre chose, tu peux inverser l'intrigue et en gros les joueurs ils sont contactés par quelqu'un et qui leur dit que voilà, des pseudo-aventuriers sont rendus dans les vestiges, ils ont tous disparu et en fait l'informateur il devient finalement leur client et il leur demande d'enquêter à ce sujet. Peut-être qu'il a un proche dans l'histoire, un frère, un cousin ou je ne sais quoi. Ça peut aussi être un inspecteur et du coup son enquête elle a été classée sans suite et du coup ça ne lui va pas. Donc il veut
veux savoir la vérité. Si tu veux savoir comment joue un inspecteur, regarde le détective dans la bibliothèque de PNJ, t'as le lien en dessous de la vidéo si tu veux le récupérer. Pour le reste de ta partie, tes joueurs ils ont un budget de départ et donc ils peuvent aller s'équiper dans les magasins locaux, donc tu fais quelques petits magasins, tu les laisses s'organiser, acheter de l'équipement, ce qu'ils veulent. T'es pas obligé de tout prévoir, tu vois, tu peux leur dire bah voilà, vous êtes dans un magasin, il y a plein d'éléments pour l'exploration ou autre, il y a plusieurs magasins disponibles, où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et tu les laisses un petit peu imaginer et te dire ce qu'ils veulent acheter. Et puis également, ils doivent louer un véhicule pour s'y rendre, donc en fonction de ton univers, ça peut être une diligence, ça peut être un pick-up, bref, ce que tu veux. Et puis bien sûr, ça tu peux l'intégrer aussi par rapport à ton environnement. Donc si tu es dans un désert, bah, tu peux y aller à dos de chameau. Plutôt que prendre une diligence, ça fait plus réaliste, c'est plus roleplay. La deuxième partie du scénario, c'est qu'ils arrivent sur les vestiges. Et donc après une longue marche ou plusieurs heures de transport, les joueurs, ils arrivent enfin sur les lieux. Et là, ils vont découvrir un site qui est vraiment délabré, qui est envahi par la végétation, qui a des décombres un peu partout. Ils vont explorer un peu les ruines et ils vont se dire, bon bah voilà, bah c'est qu'un bâtiment en ruine finalement. Et puis au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un joueur qui trouve une trappe. Et en fait, cette trappe, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va la bloquer. Par exemple, peut-être y avoir un gros rocher sur cette trappe-là, mais qui sente par exemple un courant d'air. Du coup, ils vont peut-être trouver un moyen de pousser le rocher ou faire en sorte de déblayer le passage et ils vont révéler un grand puits dans lequel ils vont pouvoir s'engouffrer. C'est très très sombre, on voit pas grand-chose. Donc, tu as quelques éléments que tu peux inclure, une petite description par exemple, un paysage désolé avec des structures en ruine, des statues brisées, des inscriptions anciennes. Tu peux également mettre des énigmes et des pièges. Par exemple, les joueurs peuvent trouver des inscriptions ou des symboles qu'ils vont devoir déchiffrer pour avancer, ainsi que des pièges à éviter. Là-dessus, tu auras un petit peu de travail de réflexion à faire. Et puis, il peut y avoir aussi des rencontres, hein. Par exemple, s'ils marchent pendant quelques heures dans la forêt, bah, il peut y avoir des animaux sauvages ou d'autres aventuriers qui peuvent être perdus ou hostiles ou qui ont faim, enfin voilà, plein de choses comme ça. À toi de voir le temps que tu as disponible sur ta session. Si ta session, elle dure 3 heures, bah, faut peut-être accélérer un peu cette partie-là. Si tu as plus de temps, bah, tu peux l'étendre un peu plus. Attention cependant, il y a un piège ici, c'est que sur le puits, il faut que tu arrives à faire en sorte que tous les joueurs s'y engouffrent. Donc en gros, s'il y en a un qui reste en hauteur ou autre, bah, au bout d'un moment, il faut presque l'isoler et faire en sorte qu'en gros, bah, voilà, il ait plus de nouvelles des autres personnages et qu'ils finissent par se dire bon bah je vais aller les voir ou les rejoindre ou autre. Et après il faut que tu trouves aussi un moyen pour pas qu'ils s'échappent et qu'ils s'enfuient, parce que par exemple si jamais il veut rebrousser chemin pour aller chercher des secours, bah en fait peut-être qu'il aura pas assez de ressources ou pas assez de nourriture, ou alors tu fais en sorte qu'un des joueurs qui a la nourriture il soit descendu. Donc tu vois, ce genre de choses qui va le pousser un petit peu à se dire ok bah je vais dans le puits aussi. Potentiellement une astuce pour ça, c'est juste de faire en sorte que bah ce grand puits, bah t'aies une corde un peu naturelle, que t'aies pas besoin d'avoir quelqu'un tout en haut, ou alors qu'ils aient un matériel qui permet de faire en sorte que bah voilà, ils ont pas besoin d'être forcément avoir quelqu'un qui va tenir la corde derrière ou rester tout en haut. Tu peux avoir un mécanisme comme ça. En gros, c'est facile de remonter. Et puis là, on arrive à la partie intéressante avec notre fameuse transition dans le passé. Donc, une fois tout en bas du puits, ils voient à peine la lumière du jour, ils découvrent un tunnel caché qui semble être en meilleur état que le reste des ruines. Et donc ils vont le traverser. Pendant quelques instants, ils vont ressentir une sorte de sensation un peu de vertige. Et donc ils vont sortir du tunnel et ils se retrouvent à l'intérieur d'un temple, mais en parfait état. Cependant, au bout de quelques minutes d'exploration, ils vont entendre quelques bruits de pas. Avant ça, tu peux leur faire réaliser quelques tests d'observation pour leur introduire quelques trésors à découvrir. Si tu veux leur mettre un coup de pression, bah laisse-les explorer un peu le temple comme ils veulent, les premières pièces ou autres. Tu leur fais penser qu'ils sont seuls, bah voilà, ils sont dans un temple, un vestige qui est certes en très très bon état, mais voilà, ils ont pas l'air d'avoir du monde quoi. Et puis tout d'un coup, ils entendent des bruits de pas émanant d'un grand couloir qui se trouve en face d'eux. Donc à cette étape-là, ils vont probablement se cacher ou tendre un piège, et puis ils vont découvrir des personnes qui sont habillées de manière un peu étrange. Donc ça, c'est en fonction de ton univers et ta ligne temporelle que tu vas fixer. Tu peux créer des gardes type Égypte antique par exemple, ou simplement dire qu'ils sont habillés de façon clairement démodée, si par exemple tu es dans un univers futuriste. En fait, l'objectif c'est que les joueurs ne sachent pas distinctement qu'ils aient remonté le temps tout de suite. Ils vont s'en rendre compte au fur et à mesure. Alors très important, c'est que l'accès au puits qu'il y avait initialement, tu dois faire en sorte qu'il soit bloqué et ils ne peuvent pas revenir en arrière. Par exemple, ils ne voient plus la lumière en haut du puits qui émanait, ou alors leur corde elle est plus là, peut-être aussi qu'elle est tombée au sol. Et en fait tout ça, ils vont se dire bah mince, on nous a tendu un piège en fait. Ce que tu dois inclure à cette étape là, c'est déjà le changement un peu d'environnement. En fait, tu dois juste décrire les lieux comme étant intacts, avec des torches qui sont allumées, des tapisseries qui semblent en bon état, et presque une ambiance un peu vivante quoi. Faut qu'il y ait un vrai contraste entre l'extérieur des ruines et l'intérieur. Ensuite, il faut qu'ils aient des interactions avec le passé. Donc les joueurs ils peuvent rencontrer des gardes, des prêtres, d'autres personnages de l'époque, et par conséquent ils vont devoir se montrer prudents parce que sinon ils risquent d'éveiller les soupçons. Et puis au fur et à mesure, il va falloir distiller quelques petits indices sur leur situation. Donc petit à petit, des indices qui vont leur faire comprendre qu'ils sont dans le passé. Donc des conversations mentionnant par exemple des événements historiques, des calendriers anciens, ce genre de choses. Si un de tes joueurs possède des connaissances en histoire, eh ben n'hésite pas à lui faire un test pour lui donner
des informations supplémentaires qui pourraient le mettre un peu sur la voie sans pour autant lui dire directement la situation. Ces gravures, ça te fait penser à telle civilisation ou telle époque. Et puis ensuite, on va continuer, on va avoir un fameux affrontement avec le gardien de la relique. Donc là, au cœur de ton temple, les joueurs ils vont trouver une salle où est censée se trouver la relique. Ils vont voir une immense statue avec une grande créature mythique ou un puissant protecteur. Ça peut aussi être une créature robotique si t'es dans un univers futuriste. Et la relique, elle est positionnée en son cœur et ses joueurs peuvent l'atteindre en suivant un escalier de pierre. Bien entendu, ici, il s'agit du boss. Donc avant d'y aller, sens-toi libre d'ajouter plus ou moins d'exploration dans le temple. Ça dépend évidemment du temps que tu as disponible, donc sens-toi libre d'ajouter des interactions avec des PNJ par exemple, d'ajouter des salles supplémentaires, assure-toi que ces salles-là aient un intérêt. Et pour le combat de boss, il va se déclencher au moment où les joueurs vont toucher la relique. Donc ça va l'activer, donc à ce moment-là le boss va s'activer, la porte derrière eux elle va se fermer, et peut-être que la statue elle va craqueler et elle va se désagréger pour libérer une créature géante qui la représente. Si c'est un robot, il va s'activer en dégageant de la chaleur par exemple, de la vapeur, ce genre de choses. Et la relique va être bloquée et les joueurs n'auront pas le temps de la saisir et de la prendre. Juste avant l'activation de la créature, si tu as envie de le mettre en place, tu peux aussi ajouter une sorte de voix un peu divine, où quand ils arrivent dans la pièce, ils entendent « Seuls les plus valeureux méritent la gloire ». Ce genre de truc, et qui leur donne envie d'aller terminer leur exploration, quoi. Donc ici, ce que tu dois faire, c'est la description de la créature. Donc par exemple, c'est une bête massive type sphinx, griffon, un golem enchanté, un guerrier spectral, un robot géant, bref, ce que tu veux, mais il faut faire une petite description pour que ça colle bien. Donc ça, tu le prépares et tu l'utilises une fois qu'ils activent le boss. Ensuite, ici, ça doit être le combat épique. Donc c'est un vrai défi. Teste les compétences, teste la stratégie des joueurs, utilise des événements de l'environnement pour rendre le combat dynamique. Par exemple, il peut y avoir, tu vois, des colonnes un peu anciennes qui va détruire, des pièges à éviter, etc. Et en cas de victoire, les joueurs vont obtenir l'artefact. Si par contre le boss les bat, soit ils sont tués, why not? Soit par exemple, tu peux aussi faire en sorte qu'il y ait une faille qui a été créée par le boss et qu'ils arrivent à s'enfuir par là. Parlons maintenant de la fin de ce scénario. Après avoir obtenu ou non la relique, les joueurs ils doivent trouver un moyen de sortir du temple. Le moyen le plus simple, c'est juste de les faire repasser par un couloir, un tunnel ou un égout par exemple. Et du coup, ils vont sortir de cette façon à quelques mètres du temple un peu plus loin. Donc ils vont voir derrière eux limite les vestiges. S'ils ont la relique, tu peux faire en sorte que ils sont sortis de là comme si de rien n'était. Ils retrouvent l'extérieur des vestiges en ruine. S'ils retournent voir le puits, peut-être qu'il n'y sera plus. Par contre, le rocher qu'ils ont bougé, il sera toujours là, il aura toujours été déplacé, etc. De ce fait, ils peuvent pas retourner à l'intérieur. Dans la sortie du couloir, et d'ailleurs même dans le temple, tu peux aussi entreposer par exemple des squelettes. Et ces squelettes, c'est ceux des différents aventuriers dont on a parlé au tout début. Ça, tu peux l'intégrer à la fin, tu peux l'intégrer au début, pendant, comme tu veux. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu peux leur ajouter des éléments distinctifs. Donc par exemple, si l'informateur, si tu as choisi le début alternatif, l'informateur peut dire, voilà, c'était mon cousin, il y allait, vous vous en reconnaîtrez, il a une bague en forme de serpent. Et donc sur le squelette, peut-être qu'à son doigt, ils vont voir la bague en forme de serpent et ils vont tout de suite comprendre. Une fin alternative qui peut être intéressante et qui peut aussi pas mal altérer ta campagne, donc c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Mais en gros, c'est que s'ils n'ont pas réussi à battre le boss, c'est de les coincer dans le temps. Donc par exemple, ils vont sortir et derrière eux, le temple il est en parfait état. Et du coup, ils retrouvent plus leurs moyens de transport, forcément parce qu'ils sont dans le passé, et ils vont se rendre compte que, qu'est-ce qu'on fout là il faut qu'on trouve un moyen de retourner à notre époque. Ou pas, ils peuvent aussi rester dans le temps et puis développer l'intrigue de la campagne dans cette époque-là, c'est à toi de voir, mais c'est une possibilité. Tu peux aussi faire un truc un peu plus vicieux. Imaginons qu'ils n'aient pas réussi à battre le boss, ils ont réussi à se tailler à la dernière minute, ils sortent du temple, ils le voient en ruine derrière eux et ils soufflent un bon coup. Ok, on n'a pas la relique, mais au moins on est en vie. Par contre, la nuit, ils s'endorment et ils vont se réveiller à nouveau dans le couloir initial du temple. Et ça, c'est une transition parfaite pour une revanche. Mais si tu fais ça, il faut qu'ils aient la possibilité d'avoir de nouvelles options pour te préparer au combat. Donc il faut ajouter de nouvelles salles et ce genre de choses. Par contre, s'ils échouent encore, il faut que les conséquences soient graves et tu peux accentuer les choses de plus en plus. Quelques éléments que tu peux inclure, c'est ici le choix moral. Par exemple, les joueurs doivent décider ce qu'ils vont faire de la relique. Est-ce que c'est une relique qui est hantée? Est-ce qu'ils vont la garder pour eux, la vendre, peut-être la détruire s'ils estiment que c'est trop dangereux? Il y a peu de chances qu'ils la détruisent après un tel combat, mais pourquoi pas. Et puis s'ils veulent la revendre, c'est pas si simple quoi. C'est pas comme dans les magasins, dans les jeux vidéo où tu vas avoir n'importe quel vendeur et il peut te l'acheter. Là, ils doivent trouver un acheteur qui est intéressé par cette relique. Donc il leur faut un acquéreur digne de confiance et ça peut entraîner plein de nouvelles aventures. Voici quelques petites astuces pour terminer. Si tu as envie d'incorporer ce scénario dans ta campagne existante, tu peux faire plusieurs choses. D'abord, l'objet, c'est peut-être quelque chose qui est convoité par l'un des joueurs et donc ça te permet de développer la quête d'un joueur en particulier. Du coup, ça peut être un artefact magique ou un écrit important, peu importe.
Également, ils peuvent aussi tomber sur ces vestiges de manière aléatoire pendant un voyage, et dans ce cas-là, l'informateur peut être sous la forme d'un carnet de voyage qui a été perdu à l'entrée, et dans ce cas-là, tu as un autre moyen de démarrer l'aventure. Enfin, peut-être que l'informateur, c'est quelqu'un que les joueurs connaissent si tu es en plein milieu d'une campagne, et qui est peut-être important pour les joueurs, ou encore peut-être quelqu'un en qui ils sont redevables, et donc dans ce cas-là, t'as pas vraiment cette notion d'argent ou autre, ils vont juste l'aider. Le deuxième scénario, c'est une enquête à plot twist. Donc ça, c'est un scénario qui est super intéressant pour lancer une campagne ou tester un univers. C'est ce que j'ai construit personnellement pour tester Navy, qui est un univers que j'ai créé en partant du concept de Megaman. L'idée, c'est que les joueurs vont être appelés par un client. Ce dernier va présenter, avec son associé, une technologie révolutionnaire à des potentiels investisseurs et personnalités importantes. Seulement, ils ont reçu plusieurs lettres de menaces. Quelqu'un semble opposé à leur projet et cherche à saboter leur travail. Le jour de la présentation arrive à grands pas et le stress est palpable. Les joueurs vont donc se rendre sur place, faire la connaissance avec les deux associés et leur assistant, et ils vont leur assurer la défense du projet. Pour cela, ils peuvent installer des équipements de défense ou encore monter la garde. Seulement voilà, 2 jours avant la présentation, le saboteur arrive et rentre sans problème dans l'atelier pour tout saccager. Les joueurs vont à la fois devoir le repousser, mais aussi après mener l'enquête. Pourquoi leurs défenses n'ont pas fonctionné et comment ça se fait que le saboteur ait pu s'infiltrer aussi facilement? C'est un scénario qui mixe à la fois le roleplay, l'action, le combat et l'enquête. Elle permet d'initier les joueurs à différentes mécaniques, mais aussi de construire un lien émotionnel avec différents PNJ dès le départ, que tu vas ensuite pouvoir réutiliser dans ta campagne. Sur ce deuxième scénario, on est donc sur une enquête à plot twist. Tu peux l'utiliser dans un univers où il y a des sociétés secrètes, où il y a des conspirations politiques et des factions puissantes qui existent. En gros, ici, les joueurs ils sont engagés du coup par un client qui travaille sur un projet top secret et qui s'apprête à le présenter à d'autres personnes riches et influentes, sauf qu'il découvre que quelqu'un tente de saboter son projet. Son associé va donc les contacter, les aider à empêcher ce sabotage, sauf que en réalité, l'associé en question, c'est lui qui donne les informations à l'ennemi. Et ça, le plot twist, c'est que parmi les clients, eh bien, l'un des associés est le traître. Donc la première partie ici, c'est le contact initial. Les joueurs sont contactés par le client, il leur propose un rendez-vous soit dans son atelier, soit dans ses locaux, et ils expliquent qu'en gros, leur projet top secret, il va être révélé dans 3 jours à des investisseurs, des oligarques ou des personnes de pouvoir. Il faut qu'ils restent vagues un peu sur ce projet, il faut qu'ils expliquent, voilà, c'est un peu du secret professionnel, on peut pas trop vous en dire, mais c'est très important pour nous qu'il n'y ait pas de problème. On est 2 associés sur le projet, l'un en charge de le créer, de le développer et de le présenter aux investisseurs, et le second en charge de trouver des financements et de gérer un peu tout le côté administratif, les normes, etc. Ils peuvent aussi avoir un assistant ou un stagiaire qui travaille avec eux et qui est peu assidu, c'est-à-dire qu'il est jamais là, il est toujours en retard. En gros, il doit avoir un comportement un peu suspect, mais en même temps, voilà, on voit que c'est juste pas quelqu'un de sérieux, quoi. Ces derniers temps, ils vont avoir reçu plusieurs lettres de menaces qui stipulent que leur projet, il est voué à l'échec, et du coup, ils craignent tous les deux une tentative de sabotage, et donc ils engagent les joueurs pour les prévenir de ça. Donc ce que tu peux inclure ici, c'est déjà par exemple la présentation de leurs investisseurs. Donc tu es décrit comme des personnes qui sont influentes, qui sont préoccupées par la sécurité du territoire, et du coup leur projet peut vraiment les aider là-dessus. Ensuite, tu dois préparer l'explication de la mission. Donc le client, il doit expliquer que son projet il est sur le point d'être saboté, et il demande de l'aide aux joueurs pour empêcher cela. La présentation est dans 3 jours, donc faut pas qu'il y ait de couac. On est vraiment sur une étape cruciale. Et puis tu introduis l'associé qui peut-être un peu plus distant, qui semble inquiet pour la sécurité du projet. Et voilà, il faut pas qu'il soit le coupable évident, quoi. Chacun doit avoir sa personnalité, donc ça c'est important que tu arrives un peu à les calibrer là-dessus. La deuxième partie, c'est l'enquête et la préparation des défenses. Donc les joueurs ici vont commencer un peu leur enquête, ils vont essayer d'identifier les menaces potentielles et ils vont mettre en place des défenses pour protéger ce projet. Par exemple, ils vont se rendre compte en discutant avec les associés que l'assistant possède peut-être les clés du bâtiment. Donc à ce moment-là, ils peuvent essayer de les récupérer ou alors ils peuvent le laisser se dire bah voilà, il a pas l'air très sérieux, ça doit pas être lui qui pose problème. Moi, ce que j'ai fait dans un monde qui était plus contemporain, futuriste, j'ai mis en gros ces emails et ces emails indiquent plein d'absences et plein de rendus de devoirs en retard, etc. Donc du coup, ça leur montre que voilà, c'est vraiment touriste. Si t'es dans un monde moins technologique, ça peut être des notes, des lettres, des problèmes qu'il engendrait, des factures, etc. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est mettre quelques indices, montrer qu'il y a des failles qui peuvent être là et qu'il va falloir combler. Ça peut être aussi des éléments du bâtiment aussi, pourquoi pas. Les joueurs vont donc fouiller les lieux, ils vont interroger les associés, ils vont rechercher des anomalies dans leur système de sécurité s'ils en ont, bref, tout ce genre de choses. Ils vont pouvoir mettre en place après des éléments de défense, donc peut-être des systèmes de surveillance si t'es dans un monde futuriste, renforcer la sécurité
sécurité physique, avec par exemple des gardes. Pourquoi pas de la sécurité virtuelle si t'es dans un monde futuriste ou contemporain. Et puis ils peuvent également établir un plan de défense pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de soucis. Bien sûr, il va falloir que tu travailles un peu les interactions, donc avec les PNJ comme des gardes, des ingénieurs, des espions potentiels qui pourraient fournir des informations ou des distractions aux joueurs aussi, dans le sens où ils peuvent les orienter sur des mauvaises pistes. Donc ça, tu leur laisses vraiment le temps de construire un peu leur défense, de savoir un peu comment ils s'organisent, qui est-ce qu'ils vont voir, à qui ils font confiance, etc. Quelles sont les menaces, les doutes qu'ils peuvent avoir. Et ce qui va se passer, ce qui va être intéressant, c'est que en gros, à peu près quoi qu'ils fassent, même si ça va pouvoir forcément influer ce qui va avoir lieu, c'est que va quand même y avoir l'infiltration ennemie et un combat. Donc en gros, malgré les précautions que les joueurs vont prendre, il y a un ennemi qui va quand même réussir à s'infiltrer. Ça va derrière mener à une confrontation. Et donc, en fonction de la situation, de la position des joueurs, tu peux le faire intervenir de différentes façons. Par exemple, si les joueurs sont dans la pièce principale où se trouve l'atelier, ils peuvent surprendre le saboteur, rentrer tranquillement par la fenêtre. Si c'est une attaque informatique, le saboteur, il aura passé toutes les défenses sans aucun souci. C'est limite, il avait le mot de passe. Ce qui est très important, c'est de faire en sorte que le personnage ne puisse pas parler ou un minimum une fois vaincu. Donc, si tu n'y arrives pas, tu peux faire en sorte que quelqu'un lui tire dessus à distance. Ça peut être un complice. Le but, c'est qu'il n'ait pas le temps de parler et de pouvoir dire qui est derrière tout ça. Il peut aussi s'enfuir très vite et faire en sorte que les joueurs ne puissent pas le rattraper, etc. Ce genre de choses. Donc ici, ce que tu vas inclure, c'est un élément pour détecter l'intrus, des alarmes qui se déclenchent, les joueurs ils découvrent des preuves d'infiltration, ils peuvent peut-être entendre du bruit, peut-être aussi qu'il peut juste rentrer par la porte, le saboteur, quoi. Limite, il a les clés. Donc c'est une possibilité, ça dépend de ton univers. Derrière, il va y avoir un combat, donc contre des mercenaires, contre des saboteurs ou des créatures envoyées pour détruire le projet. Tu peux aussi dans le combat inclure les gardes, si jamais t'as embauché des gardes pour faire en sorte de protéger le lieu, bah, les gardes ils vont s'y mettre, ils vont être un peu en retard, ils vont dire ah désolé et tout, on n'a rien entendu, etc. Et ils vont se mêler au combat. Et les joueurs doivent faire en sorte de protéger ce projet tout en repoussant l'ennemi. Une fois que ce combat il est terminé, il y a quand même une question qui se pose. Et là on arrive à la 4e partie, c'est l'enquête post-combat. Ok, on a repoussé l'attaque, mais comment se fait-il que malgré tout ce qu'on y met en place, eh bien cette personne ait quand même réussi à s'infiltrer aussi facilement. Donc il faut qu'il puisse enquêter sur la raison de cette infiltration et qu'il découvre des preuves irréfutables. L'idée c'est ici qu'avant de prévenir les associés de ce qu'il s'est passé, ils puissent comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans leur défense. Donc là-dessus ils vont mener l'enquête et ils vont découvrir petit à petit que l'associé numéro 2 a en fait tout orchestré en secret. Donc ici il va falloir que tu inclues pas mal de preuves. Donc les joueurs peut-être qu'ils vont trouver des documents, des communications interceptées, des témoins qui révèlent que l'associé est en quelque sorte le traître, ils peuvent trouver des lettres, des emails, ce genre de choses. Et puis l'idéal, et après ça va dépendre beaucoup de tes joueurs, de leur façon de fonctionner, mais il faut qu'ils puissent confronter l'associé. Il confronte l'associé aux preuves, il découvre ses motivations, et ses motivations ça peut être plein de choses, ça peut être de la jalousie, de la corruption, de la manipulation par une organisation secrète, bref, ce que tu veux. Ce qui est important c'est que ton personnage il est immobile, il faut que l'associé il ait une raison d'avoir agi de la sorte. Donc peut-être déjà que c'est lui qui a fait rentrer le saboteur, si c'est la première aventure, il peut dire qu'il a embauché les joueurs parce qu'il savait qu'ils étaient pas très expérimentés, ce qui peut un peu les titiller quoi, et peut-être qu'il va derrière avoir des gros problèmes familiaux, et que ça peut être la raison de pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Par exemple, sa femme est tombée malade et son traitement coûte cher. Il n'avait pas les moyens d'assurer sa santé et l'éducation de son enfant en plus. Et derrière, peut-être qu'il a été approché par des saboteurs pour qu'ils puissent soit s'emparer de la technologie en échange d'une grosse somme d'argent, soit de détruire cette technologie, parce que conflit d'intérêts, ce genre de choses. Et derrière, bah voilà, il dit qu'il regrette, mais qu'il n'avait pas le choix. Il sait que le projet lui rapportera pas d'argent pendant de nombreux mois, et il n'en a pas parlé à son autre associé, mais voilà, il a dû choisir ses priorités là-dessus. Donc tu peux créer un peu cette dualité. Il n'est pas forcément obligé d'être agressif, il peut être résigné et se dire ah je savais que ça tournerait mal, je savais que j'aurais pas dû faire ça, mais en même temps j'avais pas le choix parce que j'étais dans une situation compliquée. Tu vois, tu peux l'amener de cette façon et ça peut être un moment intéressant. Et puis à la fin, bah, les joueurs vont devoir décider ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font de ce personnage. Est-ce qu'ils révèlent la trahison à l'associé ou non? Est-ce qu'ils le balancent aux autorités? Et pour son associé, ça va être quelque chose de très difficile parce que son associé avait vraiment confiance en lui. Donc s'il y a trahison, forcément, ça va être difficile à vivre. Donc ici, ce que tu vas devoir inclure, c'est la révélation un peu de la trahison, s'ils le font, si les joueurs décident de dire la vérité à leurs clients. L'associé fautif, il est banni et du coup, il va subir des répercussions sévères sur sa vie. Peut-être qu'il va être envoyé en prison, ce genre de choses. Les joueurs peuvent aussi cacher la trahison. S'ils choisissent de ne pas la révéler, bah, cet associé-là leur sera redevable. Ils obtiendront peut-être une récompense financière s'ils empêchaient de réussir le sabotage dans tous les cas. Mais peut-être qu'à un moment, en fonction de ce qu'ils vont décider, et ben, cette décision, elle peut avoir des répercussions futures sur la suite qui vont du coup influencer les relations entre les différents PNJ et les joueurs. Et également la réputation des joueurs. Un petit conseil supplémentaire pour ce scénario, tu peux faire en sorte que ce soit
as l'un des dirigeants, des têtes importantes des différentes factions, donc royaume, cité, état de ton roleplay, qui soit au cœur de cette aventure et qui disent voilà, bah, c'est lui en fait derrière le sabotage. Tu peux créer du coup une intrigue beaucoup plus profonde. C'est donc une quête qui aura peut-être un impact beaucoup plus significatif et qui peut être le début d'une belle campagne. Le troisième scénario, c'est une infiltration dans un musée. Et si tes joueurs étaient des voleurs professionnels? Dans ce scénario, ils vont devoir dérober une œuvre d'art célèbre. Le client est non seulement prêt à les payer très cher, mais en plus de ça, il veut sauver l'honneur de son pays puisque cette œuvre a été dérobée. De quoi toucher la corde sensible de tous les joueurs. Certains seront attirés par les thunes, d'autres par le sens de la justice. Qui a dit que les voleurs n'avaient pas d'honneur? Ils vont donc passer une nuit au musée. Pour cela, ils vont devoir planifier chaque élément du casse et préparer leur mission. Par exemple, comment est-ce qu'on rentre dans le bâtiment? Par la grande porte, par le toit, par la porte de service? Chaque choix auront des conséquences différentes. En fonction de leur préparation et de la réussite ou non des missions, il y aura des répercussions positives ou négatives. C'est idéal si tu veux apprendre à jouer des scénarios non linéaires et si tu veux laisser beaucoup de liberté à tes joueurs. Attention, la contrepartie, c'est qu'il faudra du coup improviser davantage. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'opération est assez plaisante pour les joueurs parce qu'ils vont devoir choisir une stratégie et prendre des décisions, puis ensuite en assumer les conséquences. Les missions de préparation permettent de faire une montée en tension progressive. Dans le scénario Une nuit au musée, on va donc faire de l'infiltration et c'est assez intéressant pour les joueurs de roleplay parce que non seulement il va y avoir un peu de la tension permanente tout au long de la mission, mais en plus, et tu l'as peut-être vu sur les différents scénarios qu'on a déjà fait, c'est que les joueurs vont avoir le temps de préparer leurs coups. Et donc du coup, ça va engendrer du débat, des discussions stratégiques, la préparation. Il y a certains gens qui sont pas d'accord et tout ça, donc ça va être assez intéressant. Par contre, en tant que maître du jeu, lorsque tu laisses un peu cette latitude aux joueurs pour se préparer, bah tu dois être prêt à improviser davantage, parce que tu peux pas anticiper tout ce que vont faire les joueurs. Ça fait partie du jeu. Mais si l'impro ça te fait un peu peur, bah c'est justement comme ça que tu vas progresser. Donc vas-y, n'aie pas peur, essaye, et puis bah tu verras ce qui se passe. Il y aura des trucs qui seront super bien, des trucs qui seront peut-être un peu plus raté, mais c'est pas grave tant que l'histoire tourne et que ça marche bien. Pour faire ce scénario, il faut une partie où les joueurs ils peuvent moralement effectuer un vol ou un casse. Et évidemment, il faut que les joueurs aient aussi la possibilité de planifier, d'exécuter leur mission d'infiltration. Alors pourquoi est-ce que cette précision elle est importante? Parce que des fois, en fonction des alignements, les personnages ils vont être plus ou moins bons ou autres, donc il faut vraiment que il y a une bonne excuse pour pouvoir faire ce vol. Ça peut pas forcément se prêter à toutes les situations, mais dans une bonne partie, tu peux le faire quand même. Ce qui va se passer, c'est que les joueurs ont repéré une œuvre d'art très chère et ils vont devoir le dérober en organisant un casse dans un musée. Soit ils agissent de leur propre initiative, comme on l'a vu dans le premier scénario, soit ils peuvent être engagés par un client. Et puis tu peux ajouter une dimension morale dans le sens, par exemple, peut-être que tu vois, l'œuvre elle appartenait à un autre pays, que ce pays a été pillé et du coup ça implique des répercussions plus larges et de cette façon tu peux couvrir plus de motivations de joueurs. Alors ça c'est important de couvrir différentes motivations de joueurs parce que t'en as qui vont être attirés par le côté je veux qu'on gagne des thunes et l'autre qui va être attiré peut-être plus par le côté moral, héroïque, ce genre de choses. Donc ça te permet de toucher un peu plus les différents styles de joueurs que tu peux avoir. Bien sûr, si c'est plus simple pour toi, bah tu peux aussi faire en sorte que ce soit un PNJ qui leur donne la mission, c'est toi qui le vois. Soit les joueurs tombent dessus et ils s'y intéressent et on y va, soit c'est un PNJ qui leur donne ça, donc à toi de voir ce qui te convient le mieux. La première partie, c'est la préparation du casse. Donc les joueurs, ils ont réalisé peut-être une pré-enquête pour savoir à peu près ce dont ils ont besoin pour réussir leur mission. Ils vont pouvoir mettre en place leur plan et acheter ce dont ils ont besoin. Donc ce qui est important ici, c'est que tu leur donnes toutes les informations de base, également que tu définisses bien l'objet qu'ils vont devoir dérober. Un conseil pour cette partie, laisse bien le temps aux joueurs de planifier leur mission. Prends en compte tous ces aspects, tous les obstacles. Il faut qu'ils puissent un peu vraiment être assez prêts pour ce qui va se passer. Pour autant, te fais pas prendre non plus par la montre, ça peut vite arriver. Tu dois pas passer toute ta session à faire de la préparation. Si t'as 3 heures de session et que ça prend 2 heures de préparation, ça va pas quoi. Donc laisse-leur, tu vois, si t'as 3 heures, je leur laisserai peut-être entre 30 et 40 minutes avant de passer à la suite. Également, tu vas devoir prévoir différentes entrées. Alors je te conseille d'en mettre 3. Par exemple, tu peux avoir l'entrée principale, pourquoi pas, s'ils veulent rentrer directement par la grande porte et faire le casse le moins discret du monde, c'est peut être marrant. Il peut y avoir une porte de service et puis il peut y avoir aussi une ventilation ou sur le toit par exemple. Pour chacune de ces entrées, il doit à chaque fois y avoir un avantage et un inconvénient. S'ils passent par la porte d'entrée, ils seront assez vite proches de l'œuvre, mais évidemment ils vont alerter tous les gardes dès le début, donc ça va être le bordel total, peut-être la police ou les autorités vont arriver très vite, ce genre de choses. S'ils passent par la porte de service, ils seront à l'opposé de l'œuvre d'art et devront parcourir beaucoup de distance. Et s'ils passent par le toit, peut-être qu'il y aura des moments où ils risquent de faire des chutes, se blesser, etc. Ensuite, au niveau des méthodes d'infiltration, pareil, 3 méthodes possibles, je t'en propose plusieurs. Le déguisement personnel de musée, un grand classique qui marche toujours. Le piratage des systèmes de sécurité si ton univers le permet, sinon tu peux peut-être un peu le modifier si t'es sur du medieval fantasy, ou encore la force brute. En fait, quel que soit le choix que tu vas prendre, ça va déterminer les missions et préparer ce qu'il y
y a à faire. Et puis enfin, il faudra une méthode pour qu'ils puissent sortir et s'évader. Soit ils reprennent la même voie qu'ils ont pris au départ, soit ils utilisent par exemple une issue de secours, ils peuvent se cacher dans un véhicule, bref, tu peux prévoir plein de choses sans forcément leur dire les avantages pour chacun, ça va un peu de s'imaginer un peu ce qui peut se passer. Enfin, tu peux aussi mettre en place des aides qu'ils peuvent mettre en place, soit moyennant finance, soit moyennant une part du butin, soit s'ils jouent de leur relation, bref, il y a plein de possibilités. Des aides possibles, par exemple, c'est un complice qui va être à l'intérieur, qui se fait passer pour un garde. Ça peut être un hacker qui va distraire les gardes avec les caméras. Et ces aides, par exemple, ils peuvent essayer de les mettre en place d'un point de vue roleplay. Par exemple, si ils décident peut-être pas forcément de faire appel à un hacker, mais de eux-mêmes aller hacker les caméras, et ben s'ils ratent, peut-être qu'il va y avoir des répercussions en cas d'échec. C'est-à-dire que le jour du vol, il y aura peut-être 2 fois plus de gardes. Donc tu vois, c'est important de jauger un petit peu ça, et ça à toi un peu de te creuser la tête pour voir qu'est-ce qui est cool à mettre en place ou non, quoi. Si nécessaire, et ça peut être plutôt pas mal, c'est d'ajouter un PNJ pour les aider à prendre leurs décisions. Donc c'est un peu un PNJ qui va aider à être un peu stratège, qui va leur dire voilà, des informations qu'on a récupérer ensemble, je pense qu'il faut qu'on choisisse un point d'entrée, comment est-ce qu'on s'infiltre et un plan après pour sortir. Et après, soit tu leur proposes les différentes possibilités, soit tu peux aussi leur laisser faire. Tu peux faire un mix des deux, à toi un peu de t'adapter, de mener ta session comme tu as envie. Mais le fait d'avoir un PNJ pour les aider à prendre leurs décisions, ça peut être pas mal pour guider un peu les discussions. Ça dépend après, tu vois, de l'expérience que tes joueurs ont. Certains, si tu joues avec des joueurs expérimentés, ils vont tout de suite savoir à peu près comment s'orienter ou autre. Avec des joueurs plus débutants, il faut leur montrer qu'il y a différentes possibilités et tu peux les accompagner comme ça. Moi, j'aime bien avoir toujours un PNJ auprès des joueurs, ça me permet d'avoir une interface avec eux et presque de jouer un peu avec eux sans pour autant prendre les décisions à leur place. Ça, c'est très important. Une deuxième partie qui peut être sympa, à toi de voir à quel point tu veux l'implémenter, c'est d'ajouter des missions de préparation. Ça dépend ici si ta partie, tu veux faire un one-shot ou non, si tu vas la faire en plusieurs sessions ou non, si tu as 2 heures de temps ou 8 heures, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais les missions de préparation, c'est toujours intéressant parce qu'en gros, les joueurs vont pouvoir réaliser différentes missions de préparation pour assurer le succès du cast. Donc, on parlait par exemple de l'exemple du hacking des caméras, ça peut être une de ces fameuses missions de préparation. Soit tu les fais jouer entièrement si tu as du temps, soit tu réalises seulement quelques scènes, et donc tu vois, on peut le faire un peu en accéléré, quoi. Comme si t'es dans un film, au lieu de te montrer 1 heure et demie de préparation, tu vas avoir pendant 5-10 minutes une succession de petites scènes avec juste les moments clés, et on va voir ici si les joueurs réussissent ou non à réussir ce qu'ils veulent faire. Si vraiment que tu manques de temps, tu peux le jouer au dé, mais vraiment je te conseille pas de faire ça. Fais au moins ces petites scènes, ça peut être assez sympa. Donc ce que tu dois inclure, c'est la filtration préliminaire, notamment le fait de pénétrer dans le musée pour un peu cartographier les lieux, avoir une idée un peu de où peuvent se trouver l'œuvre d'art en question, ce genre de choses. Il faut également qu'ils puissent obtenir de l'équipement, donc ici ils peuvent l'acheter, ils peuvent le voler, ça peut être des outils de crochetage, des déguisements, des gadgets électroniques, bref, tout ce que tu veux. Et puis pourquoi pas faire des scènes avec des informateurs, des complices, des vendeurs d'équipements spécialisés, tu vois, ce genre de choses. Tu peux faire des petites scènes comme ça de manière un peu regroupée, quoi. Ça dépend encore une fois du temps que tu as. Ensuite, on passe à la troisième partie, c'est le moment du casse. Alors, le moment du casse, c'est là où les joueurs vont mettre leur plan à exécution. Donc ici, tu as plusieurs issues qui sont possibles en fonction de leur choix et de leur réussite. Dans cette partie, tu vas simplement reprendre ce que tu avais prévu au moment de la partie 1 justement, et tu vas prévoir 1 ou 2 situations qui peuvent se passer à chaque fois. Donc en gros ici, dans la partie 1, tu as les différentes méthodes d'infiltration, comment tu rentres, comment tu sors. Ok, c'est quoi les conséquences, les avantages, les inconvénients de chaque situation? Par exemple, une situation va correspondre à 1 ou 2 conséquences. Si tu en as 2, tu peux faire un lancer de dés pour savoir ce que c'est, si tu le veux de manière aléatoire. Et puis, tu peux toujours avoir dans ta manche 1 ou 2 situations qui peuvent se produire un peu n'importe quand et que tu peux sortir si un joueur échoue ou réussit quelque chose. Pour la fin de l'aventure, tu peux aussi ajouter une clé de suspicion supplémentaire. Par exemple, ils peuvent arriver et se rendre compte que l'objet a déjà été volé et du coup, il y a une trace du voleur en question. Ce qui, du coup, peut mener à une aventure suivante. En fait, si tu as déjà joué au jeu Sly 2, c'est un peu ce que tu vas faire au début, en fait. C'est un petit peu ce qui se passe dans le Sly 2. C'est un jeu sur PS2, donc ça date un petit peu. Mais c'est un petit peu cette idée-là. Si tu fais ça, attention, parce que ça peut être fun, mais ça peut aussi provoquer pas mal de frustration au niveau des joueurs. Donc, il faudra vraiment l'utiliser à bon escient. Et c'est utile uniquement si tu enchaînes avec un autre scénario où derrière, ils vont retrouver l'objet. Donc, il faut vraiment que tu vois que ce soit un couple entre moment où ils se rendent compte que ça a déjà été volé et moment où ils vont le récupérer vraiment, ou retrouver la piste de ceux qui l'ont volé. Parce que ça va être très frustrant. Ils ont passé beaucoup de temps à préparer la mission. Ils y arrivent, ça a été difficile, et là, bam, il n'y a rien, quoi. Donc voilà, tu peux aussi faire en sorte qu'ils récupèrent un petit truc de consolation en attendant. Ça peut être pas mal. Donc les éléments ici à inclure, c'est ce que le vol est réussi ou pas. Est-ce que les joueurs parviennent à dérober l'objet prévu ou non? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Quels sont les pièges potentiellement tendus par les autorités? Par exemple, si les joueurs sont interceptés par la police parce qu'ils ont fait une erreur lors des missions de préparation, dans ce cas-là, peut-être que la police va les attendre dans la salle avec l'œuvre d'art, justement. Donc ça
peut être un peu chaud. Si l'objet a déjà été volé, il faut qu'il trouve une piste ou un indice flagrant qui mène au voleur en question, une trace ou quelque chose. Et puis à tout moment, il peut y avoir une intervention en temps réel. Les gardes patrouillent, les alarmes qui peuvent être déclenchées, des systèmes de sécurité à désactiver, bref, il peut y avoir pas mal de choses. Il faut qu'il y ait du stress à un moment donné et qu'il y ait un moment où l'alarme sonne, quoi. Soit parce que le hacker s'est fait prendre, soit parce que les gardes les ont vus. Il faut qu'il y ait un moment où il y a un max de tension qui se passe et s'ils ont bien fait les choses, il faut que ce soit pas dramatique. Il faut juste leur mettre la pression, mais si tout a été bien fait, bah en fait t'es pas obligé de faire en sorte qu'ils soient coffrés, quoi. Vraiment le côté où ils se font coffrer, c'est s'ils font n'importe quoi. Mais s'ils ont tout bien fait, ok, à un moment ça va sonner ou autre, mais ils auront largement le temps de s'évader et de profiter un peu du truc. Faut juste leur mettre un peu une tension, quoi. Enfin, la dernière partie, c'est la fuite. Donc là, quel que soit le tournoi des événements, bah les joueurs à un moment donné, ils doivent s'échapper du musée. Et peut-être que l'alarme, elle peut retentir à ce moment-là, justement. Donc ça veut dire que tu dois prévoir une situation où ils se font prendre, où ils ratent, tout en laissant une porte de sortie possible. Si c'est un one-shot, ils peuvent aussi croupir en prison, et voilà, c'est la fin de leur personnage, quoi. Autrement, même s'ils sont attrapés, ils vont pouvoir sortir soit maintenant, soit lors de la partie suivante. Donc il faut ici leur plan de fuite, il faut ici la poursuite, il faut que tu prépares cette poursuite, comment est-ce qu'ils peuvent être poursuivis par les autorités ou d'autres gardes, etc. Et puis éventuellement des obstacles imprévus, des embûches, des complications, des portes sont verrouillées, des routes qui sont barrées, bref, tout ce genre de choses. Et puis après, t'as toute la résolution, les conséquences, donc ça va dépendre des joueurs, hein. Tu sais pas vraiment ce qui va se passer à l'avance. Donc là ici les éléments à inclure, c'est que si l'objet a été volé par un autre, les joueurs découvrent rapidement par qui, ça ouvre la voie à une autre aventure, et comme on le dit dans d'un de nos cours en ligne, l'Académie des super méchants, s'ils sont humiliés par ce dernier, c'est encore mieux. Si par contre les joueurs ils ont l'objet, ils peuvent décider de le remettre au client ou de le garder. Dans les deux cas, il faut qu'il y ait des répercussions, soit par exemple le client va les dénoncer s'il ne leur met pas l'objet, ou alors il pourra les recommander ou les rappeler pour d'autres affaires s'ils lui rendent l'œuvre en question. Donc tu vois, en fonction des choix des joueurs, ça ouvre toujours des possibilités, et laisse ça un peu libre à interprétation, n'anticipe pas tout, ça va donner de bonnes idées pour la suite. Et puis il peut y avoir des révélations possibles aussi. Ils peuvent apprendre à la télévision que le client a menti sur la provenance de l'objet, impliquant du coup de nouvelles décisions morales et possiblement la suite de l'aventure pour réparer un peu cette injustice. Peut-être que l'œuvre d'art appartenait en fait à un autre pays, ou encore pire, qu'ils apprennent que le client leur a menti sur ses origines, qu'il vient pas du tout du pays qu'il a dit, ou encore qu'il s'attribue tout le mérite du vol, pourquoi pas. À toi de voir comment tu veux mettre ça en place. Et donc un dernier conseil, quelque chose que tu peux éventuellement ajouter, à toi de voir si ça a du sens ou pas, mais en gros c'est que cet objet, comme l'exploration de donjon, peut peut-être être quelque chose de convoité par l'un des joueurs ou un des PNJ qui est important pour eux si tu intègres ça dans une campagne. Quatrième scénario, c'est de l'action et de la mafia. Alors là on est dans une véritable guerre de gang. C'est un scénario idéal si ton univers se prête au règlement de compte et aux conquêtes de territoire. Le but de scénario, c'est d'instaurer très vite un sentiment de vengeance chez les joueurs. Pour réussir, tu vas devoir faire en sorte qu'il s'attache très vite à un PNJ avant qu'il meure dans un coup qui tourne mal. L'opération semblait parfaite, mais le gang rival était bien plus organisé et informé. En tant que maître du jeu, ce scénario c'est un excellent entraînement pour apprendre à susciter des émotions avec tes PNJ. D'ailleurs, si tu cherches plus d'informations à ce sujet, tu peux consulter notre guide vidéo. Pour venger la mort de leur ami, les joueurs vont devoir frapper fort et cibler l'un des leaders du gang adverse. S'ils arrivent à mener leur mission avec succès, les joueurs pourront non seulement reprendre une partie du territoire adverse, mais en plus monter en influence dans leur guilde ou leur groupe. C'est donc un scénario idéal si tu veux mettre tes joueurs dans une guilde ou un gang et leur donner une expérience de jeu où ils doivent prendre des risques et grimper dans l'échelle sociale de leur camp. Parlons un petit peu de guerre de gang, n'est-ce pas, si vous le voulez bien entendu. Donc l'idée ici, c'est que les joueurs font partie d'un gang ou d'une faction, ou alors qu'ils aident quelqu'un à saboter un gang adverse, donc ça peut être un pote ou autre, peu importe, et donc du coup ils vont devoir naviguer dans un monde qui est assez dangereux avec des rivalités de gangs, ils vont devoir planifier des opérations risquées et gérer les conséquences violentes de leurs actions. Ça c'est un scénario qui est cool si tu as envie de t'exercer sur le fait de créer des émotions fortes, parce que la guerre de gang c'est pas quelque chose de très rigolo, donc du coup c'est un bon moyen justement de t'exercer à créer de l'enjeu émotionnel et de faire en sorte que tes joueurs s'impliquent d'autant plus dans cette voie. La première partie c'est une introduction de la préparation. Donc les joueurs en gros ils vont être introduits dans l'intrigue par un PNJ, ce PNJ il faut que ce soit leur pote, c'est pour ça que c'est quelque chose qui peut être sympa à faire en plein milieu d'une campagne, c'est un PNJ qu'ils connaissent, mais tu peux aussi le faire en one shot, c'est juste que du coup faut bien leur préciser que ce gars là c'est vraiment leur pote, c'est vraiment leur bro quoi. C'est un PNJ
PNJ du coup qui connaît bien les joueurs, qui les a aidés à s'introduire sur un coup contre le gang adverse. C'est quelqu'un voilà qui est proche d'eux, qui les aide, qui les estime. Par contre, ce PNJ, eh ben en fait il va crever. Donc du coup il faut bien l'avoir en tête. T'as assez peu de temps pour créer de l'attachement, sauf si tu l'as fait lors des scénarios précédents. Il faut avoir en tête, bah voilà, à moins que tu sois dans Naruto, tous les persos ils revivent tout le temps. Là le personnage il disparaît et tu le revois plus quoi. Si t'es dans un one shot, si t'as besoin de créer ça pour une prochaine aventure, là tu peux y aller. Donc utilise tout ce que tu peux. Il peut leur offrir des choses, il peut les valoriser, il peut être un peu badass, il peut les mettre en sécurité dans ce monde de brut. Bref, il faut que tu le rendes cool, il faut que tu le rendes sympa. Si c'est pas la première aventure de ta campagne, bah reprends des anciens PNJ que les joueurs ont bien aimé, va voir la bibliothèque de PNJ, encore une fois, il y a plein de choses à ce sujet-là. Au niveau des éléments à inclure, et ben d'abord t'as la présentation du PNJ. Décris le PNJ comme un ami qui est loyal, qui est bien informé des activités du gang adverse et qui a l'habitude d'aider les joueurs dans diverses missions. Là, c'est essentiellement dans le cadre d'un one-shot si t'as besoin de faire ça. Sinon, en théorie, c'est quelque chose qu'il faut que tu construises avant. Tu dois aussi préparer le briefing de mission. Le PNJ leur explique le plan pour saboter le gang adverse. Il leur fournit des détails sur la cible et les ressources disponibles. Par exemple, ils peuvent voler ou intercepter des ressources financières. Ça peut être des drogues, des armes, ce genre de choses, ou ce que tu veux. Ça peut être des trucs magiques, c'est dans un monde médiéval fantasy. Ils peuvent également s'en prendre à un leader adverse pour déstabiliser l'organisation ou encore saboter leur véhicule pour affaiblir toute leur logistique. Et puis, tu peux aussi laisser le choix aux joueurs sur ce qu'ils vont faire. Ça va te demander du coup plus de travail pour prévoir différentes options. Ça va te demander plus d'impro, mais pourquoi pas. Derrière, les joueurs vont devoir planifier avec le PNJ un plan d'infiltration ou de sabotage de cette zone-là. Donc, tu as quand même un petit peu de travail à faire, notamment sur l'environnement, et savoir à peu près comment ça se passe. En général, sur les guerres de gang, tu vois, c'est des bâtiments, des zones autour, des choses à aller chercher comme ça, qui vont être un petit peu gardées, des gens qui montent la garde, ce genre d'éléments, quoi. La deuxième partie est très importante pour la suite, c'est que le coup doit mal tourner. Donc, en gros, pendant l'exécution du plan, il faut que ce soit le bordel et que le PNJ en question se fasse soit tuer, soit gravement blessé et qu'il soit en réanimation, qu'il soit un peu entre la vie et la mort. Et après, tu décideras de son sort, éventuellement, tu peux faire ça. Dans tous les cas, il faut que ce PNJ prenne giga cher et que ces derniers mots doivent encourager un peu les joueurs à se venger, quoi. Il faut créer ce sentiment de vengeance auprès des joueurs. Donc, ce que tu dois inclure ici, c'est prévoir ce scénario qui justement tourne mal. L'action, tu l'as décrit, le plan, comment il se déroule, vous jouez vraiment les différentes scènes et d'un coup, ça doit déraper. Là, c'est très important de jouer sur le rythme. Idéalement, les joueurs au début, ils doivent penser que tout se passe bien et puis d'un coup, tout devient hors de contrôle, ils se rendent compte que leur plan part totalement en sucette et que rien ne se passe comme prévu. Les conséquences derrière immédiates que tu dois aussi prévoir, c'est que les joueurs doivent gérer une situation qui est chaotique, soit ils doivent fuir, soit ils doivent se battre pour survivre. Bref, dans tous les cas, même s'ils sont légèrement blessés, ils doivent s'enfuir et ils doivent rester en pleine possession de leurs moyens. Donc s'ils sont blessés, il faut que ce soit des blessures qui soient légères. Enfin, un point très important, c'est de travailler sur l'impact émotionnel de ce PNJ. Donc il faut vraiment mettre ça en avant, cette perte du PNJ auprès des joueurs. Il faut ajouter une dimension un peu personnelle à leur mission et créer un sentiment de vengeance. Peut-être que le personnage il va agoniser dans leurs bras ou sur leurs genoux ou je ne sais quoi. Peut-être qu'il va parler de sa famille. Il faut que ce soit dur quoi sur ce moment-là. Il faut que ça donne envie aux joueurs d'en découdre et de se venger. Ensuite vient la troisième partie qui est très importante, c'est la préparation de la vengeance. Ici les joueurs ils vont chercher à se venger et ça peut même être galvanisé par d'autres membres du gang ou de la faction. Ça peut être important. Et concrètement ils peuvent par exemple se servir d'une contrebande comme un colis piégé pour frapper le gang rival. Il va falloir un peu les amener sur cette piste. Tu peux prendre cette piste ou une autre, à toi de voir un peu comment tu veux faire, mais peut-être qu'ils vont échanger avec d'autres PNJ du gang. Tu peux leur laisser aussi le choix d'élaborer leur propre vengeance. Tu peux faire en sorte que les joueurs fassent preuve d'initiative et réfléchissent à la façon dont eux ils ont envie de se venger, s'ils ont les idées ou autre, ça peut être pas mal. Ça, je te recommande de le faire si tu joues avec des gens qui sont déjà plus expérimentés, qui ont l'habitude de prendre des initiatives en jeu. La cible idéale pour se venger, ça serait le leader du camp adverse, et ça c'est pareil, c'est quelque chose que tu peux amener. Ils peuvent peut-être se rendre compte qu'en fait ils ont été piégés sur l'opération d'avant, que les autres avaient tout compris et qu'en fait c'est le leader adverse qui a orchestré tout ça dans leur dos et qui avait un coup d'avance sur eux, et peut-être c'est de lui dont ils veulent se venger. Donc ce qu'il va falloir inclure ici, c'est que les joueurs doivent élaborer un plan pour obtenir de la contrebande justement et le transformer en piège mortel. Pour ça, il va falloir qu'ils récupèrent des ressources, donc ils peuvent avoir besoin de voler, acheter ou fabriquer les explosifs nécessaires s'ils construisent une contrebande piégée par exemple, ou dans tous les cas, peu importe la vengeance qu'ils vont faire, ils auront sans doute besoin de matériel. Et puis après, toute la coordination autour, il va falloir organiser le transport et la livraison de la contrebande piégée au gang adverse, peut-être même parler avec des membres du gang adverse. Ils doivent du coup, et pour que ça marche, peut-être qu'ils vont devoir trouver une justification après un tel drame, après
un tel carnage sur les terres du gang adverse qu'ils vont peut-être être méfiants. Donc ils vont devoir se faire passer, pourquoi pas pour quelqu'un d'autre, ou embaucher un complice, peu importe, mais en gros il va falloir bien mettre ça en place. C'est la partie selon moi la plus délicate ici. Ensuite on arrive à l'opération contrebande. Les joueurs vont mettre en place leur plan de vengeance, et en fonction de comment ils l'ont préparé, et ben ils peuvent soit avoir un plan qui est totalement foireux encore une fois, soit gérer parfaitement l'opération de A à Z. Dans tous les cas, c'est très important que s'ils arrivent à bien mettre en place leur vengeance, si c'est cohérent et que c'est bien amené, tu dois leur donner une victoire qui est totale et écrasante sur l'ennemi. Même si le plan est foireux, s'ils font preuve d'audace, il faut les récompenser dans ce sens. Ce qu'il va falloir inclure ici, c'est le scénario de l'opération. Donc la mise en place du plan, l'infiltration, la livraison de la contrebande, toutes ces choses. Peut-être qu'il va falloir improviser en fonction des choix qui vont être faits. L'avantage, c'est que pendant qu'ils préparent, toi, tu peux prendre un petit peu des notes. Tu vois, tu peux te dire, ok, je vois qu'ils commencent à partir dans cette direction. Qu'est-ce que je peux leur dire si ils commencent à partir là-dessus? Tu les laisses un peu discuter. Tu mets juste quelques notes et tu essaies d'avoir quelques idées en tête. Ça peut devenir assez vite. Tu peux aussi prévoir des complications. Si quelque chose tourne mal, peut-être que le gang adverse s'y attendait, peut-être qu'une tierce partie intervient, peut-être que quelqu'un a vendu la mèche. Bref, cette partie doit avoir lieu si tes joueurs ont fait une erreur flagrante dans leur plan, s'ils ont négligé totalement quelque chose. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une conséquence. Et enfin, tu peux faire une phase de combat. Les joueurs doivent se battre pour s'échapper ou reprendre le contrôle de la situation. Et puis on arrive aux conséquences, justement. Si les joueurs ils récupèrent la contrebande et reprennent le contrôle du quartier, et ben ça va consolider leur influence. Imagine, c'est une guerre de gang, ça veut dire que tes joueurs ils ont réussi à reprendre tout un quartier. C'est un point clé parce que s'ils réussissent la mission, ils vont obtenir une grosse récompense. Quoi de mieux pour un gang d'obtenir une partie du territoire adverse? Et donc forcément, ils vont aussi monter dans l'échelle sociale, entre guillemets, de leur organisation et être reconnus par leur chef ou et leur père. Donc ici, bien prévoir la conclusion de l'opération, les joueurs qui réussissent à s'échapper avec la contrebande aussi, pourquoi pas. La prise de contrôle, ils exploitent les faiblesses du gang rival pour s'emparer d'une partie de leur territoire, et puis les répercussions. La victoire derrière, ça renforce leur position, mais ça peut aussi attirer l'attention d'autres gangs, ou de forces de l'ordre, ouvrant la voie de nouvelles intrigues plus tard. Et puis tu peux faire aussi différents niveaux, peut-être qu'ils peuvent reprendre le contrôle d'un territoire, mais peut-être aussi qu'ils peuvent vaincre le chef du gang local, enfin tu vois, il peut y avoir vraiment plein de niveaux d'implication différentes et ça peut avoir plus ou moins des retentissements pour eux par la suite. Un dernier conseil, si tu es dans un univers où les joueurs sont en relation avec des gangs ou dans des factions qui se font un peu la guerre, tu peux provoquer cette quête après une altercation entre les factions des différents joueurs et celles à attaquer, et là les tensions elles montent d'un coup. Peut-être qu'au début on était un peu neutre, mais là d'un coup les tensions elles montent. Le cinquième scénario, c'est un Cluedo inversé. En gros, tes joueurs sont conviés à une soirée, sauf qu'ils vont devoir régler son compte au propriétaire des lieux sans se faire pécho. Bien entendu, que serait un Cluedo sans inspecteur? Donc celui-ci va arriver et mettre de sérieux bâtons dans les roues aux joueurs. Interrogatoire, mise sous pression, peut-être même la petite lampe, tu vois, qui pendouille dans le vide. Et surtout, il va même empêcher chaque participant de la soirée de s'en aller. Encore mieux, non seulement tes joueurs vont devoir organiser et ensuite couvrir leurs méfaits, mais s'ils arrivent à faire accuser quelqu'un d'autre, alors là c'est jackpot pour eux. En revanche, un petit faux pas et les conséquences peuvent être terribles. C'est un scénario qui est fun à jouer aussi bien pour les joueurs que pour le maître du jeu. En revanche, il va te demander un petit peu de travail pour déterminer quels sont les différents personnages non joueurs. Et du coup, tu vas devoir jongler dans l'interprétation de chacun d'entre eux. En revanche, tu vas pouvoir réutiliser ces différents personnages dans ta propre campagne. Le recyclage en roleplay, c'est comme dans la vie, c'est très bien. Ce scénario, je te le conseille si tu as un petit peu d'expérience et que tu veux te lancer un challenge en t'assurant que tout le monde passe un bon moment. On passe à mon préféré, le Cluedo inversé. Donc en fait c'est un jeu que tout le monde connaît, le Cluedo, mais là on va faire l'inverse, c'est-à-dire que dans un Cluedo classique on doit trouver qui est le meurtrier, dans quelle pièce, pourquoi pas, et avec quelle arme. Alors ça me fait toujours rire dans quelle pièce, parce qu'en théorie on a retrouvé le corps, donc on est censé le savoir, mais bref. Dans ce scénario, les joueurs ils vont donc devoir s'inviter à une réception, régler son compte à la cible, puis éviter de se faire prendre. Et cerise sur le gâteau, s'ils arrivent à faire accuser un autre PNJ, mamma mia, c'est incroyable. C'est un scénario qui va beaucoup encourager le roleplay, les interactions entre les personnages. Par contre, tu vas devoir créer beaucoup de PNJ différents, donc c'est un bon exercice dans ce sens-là, mais t'as pas mal de boulot de préparation. Bien sûr, en prérequis, il faut un univers où c'est acceptable moralement d'organiser ce meurtre. Si tes joueurs sont bons, peut-être que ça ne va pas le faire. C'est à toi de voir là-dessus si ça s'y prête ou pas. La première partie de la mission, c'est le briefing initial. Leurs clients ou leurs collègues les contactent pour leur expliquer qu'ils doivent
tuer une personne en particulier, et c'est à ce moment que tu dois cadrer le plus de choses possible. Qui est le client? Pourquoi les joueurs doivent prendre un tel risque en tuant cette personne? Et enfin, il faut essayer de définir comment est-ce qu'ils peuvent y arriver. Il faut ici que tu leur donnes un maximum de détails sur la réception, pourquoi pas les plans du bâtiment, bref, ils doivent être préparés. De cette façon, les joueurs vont pouvoir réfléchir à leur stratégie et agir. Moi, j'aime bien mettre cette phase où, ok, tout le monde réfléchit un petit peu, tu l'as déjà vu sur les autres parties, on réfléchit ensemble à ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce scénario, le plus difficile, c'est pas l'assassinat de la cible, finalement ça va être assez simple, ça va être de pas se faire choper après. Ça, c'est une autre paire de manches. Donc il faut, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir travailler. Au départ, les joueurs, ils vont être focalisés sur cet assassinat, mais après, il faut qu'ils soient focalisés sur le fait de pouvoir s'enfuir. Ce que tu vas devoir prévoir ici, c'est notamment la présentation du client, celui qui les contacte les joueurs pour leur demander cette mission. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est influent, qui a une vraie raison impérieuse de vouloir la mort de la cible, une vengeance personnelle, l'élimination d'un rival politique, etc. Il faut aussi travailler derrière les motivations de l'assassinat. Donc le client ici, il explique les raisons et les enjeux derrière l'assassinat en fournissant un peu les détails sur la cible. Et enfin, les détails sur la réception. Il leur donne des informations sur la réception, le lieu, la liste des invités, les mesures de sécurité. Et évidemment, il leur donne peut-être des invitations factices. Ça, à toi de voir si tu veux leur donner les invitations ou si tu veux faire en sorte qu'ils se débrouillent pour intégrer la fête. La deuxième partie, c'est l'infiltration, l'exécution. Donc les joueurs vont se rendre à la réception. Dans cette partie, ils s'introduisent à la fête et tu dois mettre en place l'ambiance de la soirée et faire en sorte que tes joueurs puissent mettre en place leur plan. Ce qu'il faut que tu mettes en place dans cette partie-là, c'est une ou plusieurs petites fenêtres de tir. Donc c'est des moments, ils pourront pas agir n'importe quand parce que par exemple, si c'est en plein milieu de la réception et qu'ils juste butent la personne, s'ils sont très créatifs, pourquoi pas, mais c'est très suspect d'un coup. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait des petites fenêtres de tir, notamment par exemple, ils vont pouvoir voir leur cible remonter dans son bureau à l'étage tout seul. Donc à eux ensuite d'improviser et de mener à bien leur crime. Attention cependant, si les joueurs finalement ils commettent pas leurs méfaits, eh ben ils doivent être sérieusement réprimandés par le client, quitte à ce qu'il ait envoyé des espions pour les surveiller. Et dans ce cas-là, ces espions ils peuvent venir la voir et lui dire bon alors c'est pour quand quoi en quelque sorte. On sait ce que vous allez faire quoi. Donc ça c'est très important aussi de l'avoir si tu veux pousser les joueurs dans ce sens-là. Mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a des petites fenêtres de tir et ils peuvent agir à ce moment-là. Donc n'hésite pas à en prévoir une ou deux comme ça pour voir si les joueurs saisissent leur chance. Ça, bien sûr, ça dépend de leur caractère et de leur façon de jouer, évidemment. Les éléments à inclure, c'est l'infiltration. Donc les joueurs doivent utiliser peut-être des déguisements, des invitations falsifiées, des contacts internes pour entrer dans le manoir, peut-être faire preuve un peu de chat avec les personnes qui gèrent un peu les invités, ce genre de choses. Peut-être aussi qu'ils peuvent avoir, s'ils sont un groupe de 4, peut-être 2 invitations et les autres n'en ont pas, donc ils doivent trouver un autre moyen de rentrer. Donc ouais, tu peux vraiment essayer de varier un peu les plaisirs là-dessus. Ensuite, il va y avoir un peu une phase de reconnaissance. Une fois à l'intérieur, ils doivent repérer leur cible et évaluer la situation, les gardes, les caméras s'il y en a, des témoins potentiels, tout ce genre de choses. Et enfin, le fameux assassinat, les joueurs doivent choisir le moment et le lieu opportun pour tuer leur cible sans se faire remarquer. Et là, on rentre un peu dans la partie, entre guillemets, la plus longue, c'est l'enquête et le confinement. Après le meurtre, il faut que le corps soit découvert finalement assez vite. Les joueurs, ils ont une indication du client, c'est de ne pas partir en premier. Si jamais le corps est découvert durant la soirée, s'ils partent en premier, ils sont totalement grillés. Donc il doit vraiment faire attention à ça. Malheureusement, la police va faire irruption très vite parce qu'ils sont pas très loin du manoir par exemple, ils vont boucler la zone. Et l'inspecteur, il va commencer à aller interroger et suspecter tout le monde, tous les membres de la soirée. Et c'est là où ça va être le plus délicat pour toi à gérer en tant que maître du jeu, c'est que tu dois être assez intransigeant avec les joueurs. S'ils commettent des erreurs, ils doivent en subir les conséquences. Par exemple, s'ils trouvent des traces ADN, selon les univers évidemment, des univers où tu peux juste pas les déconner, ou des indices qui sont compromettants, ou qu'un joueur se trompe dans son interrogatoire, les conséquences, elles doivent être immédiates. Avec par exemple un bon coup de pression, ou leur laisser un court laps de temps de quelques minutes pour agir, bref, pression constante émise par cet inspecteur, par ce personnage. Il faut qu'ils aient en permanence la pression que s'ils font n'importe quoi, ils peuvent se faire prendre. Donc ici, les éléments à inclure, c'est la découverte du corps. Donc le meurtre, il a été découvert, les invités sont réunis par les autorités ou par le maître de maison pour l'enquête. Derrière, tout le monde est confiné, le manoir, il est bouclé. On empêche toute sortie et du coup les joueurs doivent naviguer parmi les autres invités sans éveiller les soupçons. Et puis après on a les premières accusations. Donc les joueurs doivent observer les interactions et les suspicions des autres invités, prenant note de ceux qui pourraient être des cibles faciles pour de fausses accusations. Et c'est là que ça va être un peu délicat, il va falloir faire preuve de ton côté de pas mal de créativité, c'est de te dire bon voilà, comment est-ce que je vais faire en sorte que mes joueurs commencent à accuser d'autres personnes, comment on le fait de manière un peu subtile, faut pas que ce soit trop bourrin non plus, sinon ça peut éveiller les soupçons. Et ça l'inspecteur il est pas bête quoi, il peut s'en rendre compte
répondre tout de suite et dire c'est bizarre que vous l'accusiez à ce point-là, est-ce que vous avez vraiment des preuves? Et du coup, voilà, il peut y avoir un peu cette réflexion qui est faite, quoi. Donc il faut que ce soit crédible, c'est la partie un peu la plus délicate du scénario, mais si tu arrives à la mettre en place correctement, ça peut être super fun. Enfin, on arrive à la partie manipulation et diversion. Les joueurs doivent du coup faire en sorte ici d'accuser d'autres invités pour détourner les soupçons d'eux-mêmes. Et également, les autres PNJ de la soirée peuvent aussi commencer à s'accuser les uns les autres. Évidemment, ils peuvent même aussi accuser les joueurs. C'est le point sans doute que tu dois le plus travailler. Quel pourrait être l'accusé parfait et pourquoi est-ce qu'il pourrait l'être? Tu peux laisser des actes, des indices étranges que les joueurs vont pouvoir retourner contre lui tout au long de la soirée. Donc c'est l'élément un peu le plus délicat qui va demander le plus de préparation. C'est ici qu'il faut te creuser la tête. À inclure ici du coup la planification. Les joueurs ils élaborent un plan pour impliquer d'autres invités. Ils plantent des preuves ou ils manipulent des témoignages par exemple. Et puis ils vont devoir exécuter leur plan. Ils doivent subtilement déposer des indices qui sont incriminants, influencer les conversations, peut-être même corrompre, manipuler autrui. Il y a plein de possibilités. Et donc, à la fin de cette enquête, soit ils arrivent à faire accuser un autre invité, et là, bravo, c'était incroyable, et vous allez vraiment être très fortement récompensé. Soit, bah en fait, ils se font prendre, et dans ce cas-là, bah bonne chance à eux, hein. Là-dessus, ça peut laisser une porte de sortie pour un scénario suivant, qui est de leur permettre de s'échapper de prison, ou alors qu'un étrange personnage, le client par exemple, paye une lourde caution pour eux, mais qu'en échange, bah, ils soient un peu à la botte de ce client, qu'ils sont un peu menacés par lui s'il ne rembourse pas. Donc t'as plein de possibilités de continuer cette aventure ensuite. Si tu veux mélanger ça au scénario de ta campagne, tu peux aussi faire en sorte que cette cible-là, ce soit une personne à abattre de base en quelque sorte. Donc quelqu'un d'influent dont ils ont déjà entendu parler, le proche d'un antagoniste, un conseiller du roi mal intentionné. Il faut bien faire en sorte que tu prépares les différentes fins possibles par rapport au scénario de ta campagne. Le 6e scénario, c'est la défense héroïque. Alors j'avoue, on a pompé ce scénario dans l'attaque des titans. Alors attention, si tu veux regarder cet animé ou que tu ne l'as pas fini, pas de spoil, je t'invite à sauter non seulement ce scénario, mais aussi le suivant. En fait, c'est une idée qu'on a eue dans notre podcast. On a pris des scènes de séries qui nous plaisent, et on l'a déconstruit bloc par bloc pour pouvoir l'implémenter dans un jeu de rôle. Cette scène, elle est géniale parce que tu peux la faire jouer selon 2 points de vue différents. Et c'est ça qu'on te propose dans ce scénario et le suivant. Dans cette version, les joueurs vont travailler avec les autorités locales. Il y a une fête qui est organisée prochainement avec un objectif politique. Réaffirmer l'unité de la nation en désignant l'ennemi commun. Seulement, les autorités ont aussi saisi une lettre qui indique que justice devrait être faite. Les joueurs vont donc être mobilisés pour assurer la sécurité de l'événement et faire en sorte que tout se passe bien. Sauf que, au moment où ils s'y attendent le moins, une explosion géante va retentir sur la scène. Des débris vont voler de partout, écrasant ou blessant de nombreux habitants, un vent de panique va envahir la ville et les joueurs seront pris dans la cohue jusqu'à distinguer leur ennemi. Un géant de 8 mètres de haut. Si tu as envie d'instaurer un climat de terreur tout en donnant la possibilité à tes joueurs de devenir des héros, ce scénario va être très intéressant à jouer. De plus, il peut te permettre de démarrer une campagne sur les chapeaux de roue. La défense héroïque, c'est donc un scénario qui est inspiré de l'attaque des titans. Donc il faut que ce soit un univers où tu puisses faire en sorte qu'il y ait une créature géante, donc soit justement un géant, un mecha, peu importe en fonction de ton univers, ça va être à toi de le définir. On en a pas mal parlé dans cet épisode de podcast, tu vas pouvoir le retrouver sur la chaîne YouTube, tu peux aussi le retrouver sur le guide qui est lié à cette vidéo, on a tous les détails, donc tu vas pouvoir naviguer, relire un peu tous ces éléments là, mais concrètement ici la ville elle est assiégée par un ennemi géant qui va ravager la ville et les joueurs doivent organiser la défense et riposter. Ils peuvent choisir de fuir la ville, d'aider les habitants à s'enfuir, de vaincre l'ennemi, bref, il y a plein de possibilités, ça va être en fonction de la durée de ta session, des circonstances, de où est-ce que tu en es dans ta campagne, est-ce que c'est le début, est-ce qu'on est au milieu, est-ce qu'on est vers la fin, peu importe. Dans tous les cas, dans cette version-là, c'est une session où ils vont travailler en étroite collaboration avec les autorités de la ville. Donc la première phase, c'est la prélude à la menace. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les joueurs apprennent qu'une fête va avoir lieu durant un soir dans la semaine, mais les autorités locales ont intercepté des lettres suspectes menaçant de faire justice, je cite. Ils craignent que des débordements aient lieu, notamment la fête est une fête un peu politique. Le but, c'est de réaffirmer quel est l'ennemi commun de la nation en quelque sorte. Ici, les joueurs doivent faire partie des autorités, si c'est leur première aventure notamment, ou alors ils peuvent être engagés par celle-ci pour les aider justement avec cet événement. Ça dépend un peu de leur statut social, leur réussite, est-ce qu'ils ont déjà fait des aventures par le passé ou autre. Ce qu'il va falloir inclure ici, c'est la présentation de la fête. Donc il faut ici décrire la fête prévue avec ses festivités, ses invités, l'atmosphère générale, etc. Cette fête ici, elle a un but de propagande. Elle va raconter l'histoire d'un ennemi commun que le monde a affronté par le passé. Il y aura donc des mises en scène historiques, comme du théâtre, un opéra,
Bref, idéalement, il faut que cet événement se passe en plein air pour permettre l'intervention de différentes choses et différents événements, mais là-dessus, c'est à toi de voir. Dans la scène dans laquelle on s'inspire, en tout cas, ça se passe en plein air. Également, on va avoir l'interception de la lettre. Les autorités montrent la lettre interceptée, elles menacent de faire justice pendant la fête, ce qui met les autorités et les joueurs en alerte. En ce moment même, les autorités, elles enquêtent dessus. Enfin, il peut y avoir toute la partie préparatif. Les joueurs peuvent participer aux préparatifs de sécurité, en renforçant les défenses, en surveillant les invités, voilà, en essayant de monter un peu la garde. Ils peuvent mener l'enquête, mais voilà, il faut qu'on puisse leur indiquer un peu des pistes contradictoires. La deuxième partie, c'est le faux incident. C'est une partie très importante parce qu'en fait, les joueurs, on leur annonce, ok, il y a quelque chose qui va se passer, et donc ils vont être en alerte. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un faux incident. L'objectif de cette partie, donc, c'est de dévier leur intention avec un incident mineur. Donc, on est le soir de la fête, ils sont alertés par quelqu'un qui a un comportement étrange, et du coup, ils doivent penser que voilà, c'est cette personne-là, le moment est venu de se battre. Et puis, ils arrivent, et puis, en fait, ils se rendent compte que c'est juste quelqu'un qui est bourré et qui importune des gens. Donc, au final, ça va leur permettre un peu de baisser leur garde en quelque sorte et de se dire, ah, bah, en fait, c'est que ça, quoi. Mais ça va aussi réveiller aussi leur soupçon de se dire, ah, en fait, peut-être que l'événement en question, il va bientôt arriver. Ça va dépendre un peu des différents joueurs, tu auras un peu les deux versions. Donc, pour bien l'introduire, il faut que tu fasses un peu monter la tension. Il faut que tu décrives l'incident comme quelque chose qui provoque une agitation. Par exemple, un éclat de voix, un objet brisé, un coup de feu, pourquoi pas, qui est tiré en l'air. Il faut leur faire peur et faire monter la tension pour ensuite pouvoir la faire redescendre d'un coup. Derrière, c'est une fausse alerte. Les joueurs découvrent que l'incident a été causé par une personne ivre, ce qui va les détendre momentanément, mais laisse quand même cette tension sous-jacente. Ensuite, on arrive à la partie la plus importante, c'est l'attaque du géant. Ici, les joueurs vont garder une partie du spectacle en fonction de là où ils se trouvent. Peut-être qu'ils peuvent être un peu reculés par rapport à la scène, ils sont pas vraiment dans les gradins ou autre. Et tu vas pouvoir mettre en scène ce spectacle et profiter de ça pour, pourquoi pas, leur raconter du lore autour de ton univers. Et puis là, tout d'un coup, il y a une gigantesque explosion qui se produit, il y a un épais nuage de poussière qui recouvre l'ensemble de la scène, il y a des débris qui volent de partout, c'est la panique générale, il y a des gens qui se font écraser sous des débris. Bref, les joueurs sont complètement submergés, il y a un mouvement de foule énorme, des gens qui se font piétiner, et au bout d'un moment, l'un des joueurs aperçoit une silhouette ou une main géante au milieu de la scène. En fait, ils doivent comprendre petit à petit qu'ils font face à un géant de 8 mètres qui est en train de tout ravager sur son passage, et en fait, avec la fumée, ils ne le voient pas tout de suite. Ils pensent que c'est juste une explosion au départ, et en fait, il y a quelque chose derrière, il y a une créature quoi, qui est en train d'attaquer tout le monde et de tout détruire. Donc là où il faut travailler, c'est sur l'explosion, décrire le spectacle, puis l'explosion soudaine au niveau de la scène qui secoue la ville, attirant du coup ainsi l'intention des joueurs. Derrière, le géant apparaît, donc t'as cet épais nuage de poussière, les joueurs voient pas tout de suite ce qui se passe, ils sont sonnés, petit à petit ils se rendent compte qu'ils font face à un géant de 8 mètres, tu peux développer des caractéristiques physiques terrifiantes et mettre tout le chaos qu'il provoque au niveau de la ville, en ravageant la ville, et évidemment ce géant il va être différent en fonction de ton univers, ça peut être des robots, des créatures, peu importe. Ce qui est important, c'est que malgré le fait qu'il soit sonné, au moment de l'explosion, les joueurs doivent avoir une réaction immédiate. Les joueurs ils doivent agir rapidement, soit pour organiser la défense, soit pour aider les gens à s'enfuir. Bref, ils doivent décider vite de leur action et de ce qu'ils font. C'est le chaos de partout, il y a une grosse partie des autorités qui sont déjà décédées, des gens qui courent dans tous les sens, donc voilà, ça c'est très très important de le mettre en place. La partie 4, c'est le choix crucial. Soit les joueurs vont affronter l'ennemi, soit ils vont fuir. Si c'est le début d'une campagne, je te conseille ici de leur donner l'ordre par les autorités d'aider les civils à évacuer. Dans ce cas-là, ils vont commencer à naviguer dans le chaos, la tragédie, et du coup, ce sera un début de campagne qui sera très axé sur les émotions, sur ce désir de vengeance. Et s'ils sont plus expérimentés et que tu es en plein milieu de la campagne, peut-être qu'ils vont participer à la riposte contre l'ennemi. Donc ici, ce que tu dois inclure, c'est si les joueurs choisissent de combattre le géant, décrire ce combat épique, les points faibles du géant, il faut bien les déterminer, quelles sont les stratégies possibles pour le vaincre. Bref, c'est un combat à mettre en place quoi, concrètement. Ils peuvent a priori pas l'affronter directement parce que c'est vraiment l'adversaire très puissant, donc à moins que tes joueurs soient très puissants aussi, mais globalement ils vont devoir se positionner à distance, être aidés des autorités justement locales, d'armes ou ce genre de choses, de mise en place d'alliés pour abattre le géant. S'ils choisissent la fuite, ils vont aider les habitants à fuir et donc tu dois les accabler de problèmes et de drames à gérer. Le géant il balance d'énormes débris qui peuvent s'écraser sur les habitants, il va y avoir de vrais drames, des dangers qui sont constants. L'adversaire il peut aussi avoir des complices qui peut compliquer la route des joueurs dès qu'ils s'éloignent un peu de la zone. Il peut y avoir des enfants qui perdent leurs parents, enfin ça peut vraiment être hard là-dessus. Évidemment faut bien tout valider avec les joueurs avant que ça crée pas ça ravive pas des traumas ou autre, mais globalement ça peut être quelque chose de très intense au niveau des émotions. Et l'objectif ici c'est de faire en sorte que les joueurs soient marqués émotionnellement par l'aventure, mais aussi qu'ils s'illustrent par des actes héroïques ils risquent leur vie pour sauver les autres et ils vont les aider un peu à s'enfuir. Enfin au niveau de la résolution, là ça va dépendre un peu de ce que les joueurs ont fait. Si ils se sont battus, il y a une victoire ou une défaite.
S'ils arrivent à vaincre le géant ou le faire fuir, la ville va célébrer leur bravoure. Malgré ça, cette attaque, c'est un traumatisme, c'est un moment qui va rester gravé dans l'histoire. Et en cas d'échec, s'ils ratent leur combat, ils doivent gérer les conséquences de la destruction, la ville est ravagée. Il faut noter du coup que ce géant, c'est pas une créature qui est facile à vaincre. Et peut-être que s'il est un peu acculé, il va trouver au bout d'un moment un moyen de battre en retraite à un moment donné. Mais dans ce cas-là, il faut que les joueurs aient le sentiment d'avoir repris le contrôle de la situation. C'est-à-dire qu'en gros, si le géant commence à se faire acculer, le géant commence à fuir et les joueurs voient qu'ok, tout est détruit, c'est compliqué, il y a beaucoup de drames humains et de pertes, mais ils ont repris le contrôle de la situation. Si les joueurs ils aident les habitants à s'enfuir, ils vont revenir peut-être une fois terminés sur les lieux du drame, quand tout sera calmé, et ils vont peut-être constater l'étendue des dégâts, les monuments qui sont détruits, peut-être leurs propres maisons qui sont détruites, leurs propres immeubles. Bref, ça va nourrir un peu un sentiment de vengeance pour la suite de l'histoire. Et puis il y aura forcément des répercussions sur la suite. La victoire ou la défaite contre le géant, ça va influencer les relations avec d'autres factions, attirer l'attention des nouveaux ennemis ou donner naissance à des légendes sur leurs exploits, l'exploit des joueurs notamment. Une petite chose que tu peux faire, c'est que pour cette mission, tu peux aussi faire en sorte que les joueurs soient entre guillemets contraints de travailler avec les autorités de la ville. Par exemple, ça peut être suite à l'échec d'une mission, peut-être qu'ils doivent payer aussi une amende pour réparation des dommages qu'ils auraient pu faire dans la ville ou autre. Ça peut être quelque chose un peu plus forcé en quelque sorte de les faire travailler pour les autorités. Un autre moyen, si t'as pas envie de faire en sorte qu'ils fassent partie des autorités, c'est que par exemple ils peuvent parler avec un PNJ qui lui travaille dans la garde ou la sécurité de la ville, et dans ce cas-là, d'un coup, il y a tout ça qui se passe et le garde les supplie de les aider, quoi, en quelque sorte. Dans ce cas-là, ça te permet de faire en sorte que tes joueurs soient quand même impliqués dans l'histoire, même s'ils font pas partie des autorités. Il faut juste voir un peu comment t'adaptes le faux incident et voir tout simplement si tu veux le garder ou non. Maintenant, le scénario suivant, c'est la vengeance et le chaos total. En fait, il s'agit du même scénario que le précédent, mais avec une différence majeure. Le point de vue est inversé. Tu te souviens la lettre de menace que les autorités ont interceptée? Et dans cette version, c'est tes joueurs qui l'auront envoyée. En gros, ils vont être les mystérieux assaillants qui vont pulvériser la ville et sa fête de propagande. Pour cela, ils doivent avoir préparé leur coup. Ils ont volontairement fait fuiter une lettre aux autorités afin de faire en sorte de rassembler le maximum de troupes lors de l'événement. De cette manière, ils vont pouvoir profiter de l'effet de surprise pour en éradiquer d'un coup le plus possible. Leur arme, ça peut être un pouvoir de transformation, comme dans l'attaque des titans, ça peut être l'invocation d'une créature maudite, ça peut être un méca robot de la moelleté, bref, ça c'est en fonction de ton univers. Alors bien sûr, je ne te recommande pas forcément de démarrer une campagne par ce scénario. En revanche, c'est un excellent défouloir pour les joueurs et un événement majeur dans l'histoire. Les livres mentionneront ce moment terrible pendant des années. Pour que ça marche parfaitement, il faut bien que tu aies fait monter la sauce contre un ennemi et ainsi pouvoir mettre en place ce parfait exutoire. Alors cette version-là, effectivement, c'est la même que la précédente, mais de l'autre point de vue, et c'est ça qui est cool. Donc toujours pareil, il faut un univers où tu peux mettre une créature géante, un géant, un mecha, peu importe. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que les joueurs apprennent que le peuple qui leur a fait du mal organise cette fameuse soirée de propagande contre eux, et donc ils décident de profiter de l'occasion pour se venger en utilisant une arme qui est dévastatrice. Ce qui est important ici, c'est qu'une fois qu'ils ont causé cette destruction, ils doivent fuir pour échapper à la riposte ennemie. Donc le but de l'opération aussi, c'est d'obtenir une victoire totale sur l'ennemi, de traumatiser sa population et de montrer au monde entier que les joueurs et leur camp ne rigolent pas. C'est quelque chose qui va être très satisfaisant pour eux, notamment s'ils ont subi beaucoup de choses terribles par le passé. En revanche, je ne te conseille pas de démarrer ta campagne par là. C'est plus savoureux si ça se passe en plein milieu, voire à la fin. Pareil, va voir l'épisode de podcast, on en a longuement parlé si tu veux plus de détails. Mais l'idée ici, c'est que du coup, la première partie, c'est le fait de découvrir l'opportunité. Les joueurs apprennent que leur ennemi organise une soirée de propagande contre eux et ils décident que c'est le bon moment pour agir et planifier leur coup. Ce qu'il faut ici qu'ils aient, c'est des informations sur la fête, qu'ils découvrent les détails de la soirée, quand est-ce que ça se passe, les invités, l'objectif de la propagande, etc. Et du coup, ils savent que c'est le moment rêvé pour agir. Il faut également une motivation pour l'attaque. Donc mets bien en avant la haine et le désir de vengeance des joueurs envers ce peuple ennemi. Par exemple, peut-être qu'ils vont obtenir des informations sur les discours qui vont être prononcés, soit en volant un exemplaire du discours, soit en filmant la scène si ton univers le permet. Peut-être des répétitions, ce genre de choses. En fait, il faut qu'ils se sentent vraiment agressés et humiliés par ces gens. Et puis, il faut introduire l'arme en question. Il faut qu'ils aient une arme dévastatrice et qu'ils sachent comment l'utiliser. Un géant, une créature, une invocation, un mecha, peu importe. Ici, la scène elle est issue de l'attaque des titans, donc dans cet exemple, c'est l'un des personnages qui peut devenir ce géant, mais autrement, il te faut une alternative. En fait, la plus grosse difficulté ici, c'est en fonction de ton univers, c'est de réussir à placer le géant. Parce que si c'est une invocation, ça peut être fait dans le sous-sol qui est situé en dessous de la scène, et donc tu détruis tout ce qu'il y a au-dessus, c'est ce qui se passe dans l'animé. Mais si c'est une créature qui est
matériellement déjà constitué, bah là faut faire preuve d'ingéniosité parce que tu peux peut-être le lâcher dans les airs. Par exemple, si c'est un mecha, tu peux pas le mettre forcément sous terre sans que ça passe inaperçu, quoi. C'est très bizarre. Donc c'est là le plus difficile à faire si tu décides de mettre en place ça dans ton univers. Ensuite, on va planifier le coup. Donc les joueurs planifient leur attaque, ils repèrent les lieux et ils établissent leur planque. C'est à ce moment-là qu'ils vont faire fuiter volontairement une lettre qui parle de rendre justice afin de concentrer le maximum de troupes à l'endroit de la fête. Ils comptent là-dessus pour faire le maximum de ravages tout de suite, immédiatement, pour qu'il y ait moins d'autorité. Ça peut être une idée qui peut être amenée par un des PNJ par exemple et leur dire bah voilà, est-ce que vous pourriez trouver un moyen de faire en sorte de rameuter le maximum d'autorité au moment de cette fête pour qu'on fasse le maximum de dégâts d'un coup. Ça peut être une idée. Ensuite, s'il faut une invocation, soit ils la réalisent dans les sous-sols du bâtiment, juste à côté ou en dessous de la scène. Autrement, ils peuvent aussi passer par les airs et drop en quelque sorte une énorme créature. Qu'il faut inclure du coup ici, c'est la reconnaissance. Les joueurs doivent infiltrer la ville pour repérer les lieux, identifier les points faibles et planifier leur attaque. Ils doivent également établir une planque. Ils trouvent du coup un endroit sûr pour se cacher et préparer leurs armes. Et il faut aussi que des renforts arrivent vite pour prêter main forte aux géants et si besoin, aider tout le monde à déguerpir au plus vite. Par exemple, dans l'anime, il y a toute une partie des renforts qui arrivent en dirigeable et qui viennent récupérer les différents personnages pour les ramener à la maison. Ça peut être un bon truc à intégrer pour la fuite un peu des joueurs. Ensuite, on arrive à l'étape la plus fun pour les joueurs, c'est la destruction. Donc là, c'est le moment venu, les joueurs mettent en place leur plan et font des ravages énormes, ils détruisent tout avec leurs armes dévastatrices. Ici, il faut leur donner une victoire totale. Ils ont un avantage qui est démesuré par rapport aux adversaires et donc ils doivent avoir ces sentiments de toute puissance. N'hésite pas à rendre la scène la plus réaliste possible, montre-leur les conséquences de leur acte, quitte à faire regretter certains actes avec certains joueurs qui ont plus de morale ou plus d'éthique. Ce qui est important ici du coup, c'est le déclenchement d'attaque. Les joueurs activent l'arme et donc ils vont libérer le géant, ils vont invoquer la créature, ils vont activer un mecha, peu importe, et ils commencent à semer la destruction tout autour d'eux. Décris bien le chaos, décris les scènes de destruction, les cris de panique, les efforts désespérés des ennemis pour se défendre, des civils pour s'enfuir, bref, tu décris tout ça avec beaucoup de précision. Et puis, ils peuvent aussi avoir des objectifs spécifiques. Les joueurs peuvent avoir des cibles à éliminer ou des structures à détruire pour maximiser l'impact de leurs attaques. Notamment s'ils ont des monuments ou ce genre de choses, ça peut être intéressant. Là, c'est le moment le plus fun où en gros, les joueurs, ils font preuve de surpuissance, ils vont tout détruire. Et par contre, on arrive petit à petit à la riposte et la fuite. C'est-à-dire que, ok, ils ont cet avantage démesuré, mais petit à petit, les choses vont tourner pas dans leur sens. C'est-à-dire que les renforts ennemis vont arriver pour riposter. Petit à petit, les joueurs doivent prendre conscience que le temps joue contre eux. Plus ils restent au combat, plus les renforts vont être mobilisés par la ville, mais aussi par les régions et par les pays voisins. Et donc, les joueurs, ils doivent fuir avant de perdre leur avantage et de se faire prendre. Ce que tu vas prévoir, du coup, c'est l'arrivée des renforts. Donc, tu décris l'arrivée rapide et organisée des forces ennemies. Tu peux les avoir mis en garde de la part d'un PNJ qui va leur dire que rapidement, attention, une fois que vous aurez lancé votre attaque, il faudra être assez bref parce que très rapidement, des renforts vont arriver et ça va devenir plus compliqué. Il faut qu'il y ait une tension de fuite, c'est-à-dire que les joueurs doivent échapper au poursuivant, naviguer dans un environnement qui leur est totalement hostile et éviter d'être capturés. D'autant plus s'ils ne contrôlent pas forcément la créature. Par exemple, si c'est une espèce de grosse bestiole qui détruit tout sur son passage, bah ils s'en foutent un peu des joueurs, quoi. Donc il faut que les joueurs puissent naviguer quand même et réussir à s'enfuir. Et enfin, prévoit des options de fuite, donne-leur plusieurs chemins possibles pour s'échapper, chacun avec ses propres risques et récompenses. À la fin, ils vont être sauvés par leurs alliés, les joueurs arrivent à s'échapper de la ville, ils sont secourus par leurs alliés, mais pas forcément sans perte ni conséquences. Les dégâts qu'ils ont effectués dans la ville sont considérables, la ville elle est carrément à genoux, mais il faut qu'ils sentent aussi que leurs actes est condamné de nombreux innocents. Là-dessus, il y a certains joueurs, ils s'en foutent, et d'autres, ça va les ravager eux-mêmes. Donc à inclure ici, c'est la réussite de la fuite. Les joueurs trouvent un moyen de s'échapper avec l'aide de leurs alliés. Il faut pas tout faire pour eux, il faut que ce soit quand même un peu compliqué. Donc il faut bien doser cette façon de faire et comment est-ce qu'ils s'enfuient. Et puis il y a les conséquences derrière, donc les pertes subies, les blessures, les sacrifices faits pour réussir l'attaque et la fuite. Peut-être qu'ils peuvent avoir perdu quelques alliés avec eux, des PNJ qu'ils appréciaient. Voilà, faut pas que ce soit forcément sans conséquences aussi de leur côté. Il peut aussi y avoir des pertes. Et puis il y a toute la préparation pour la suite. Potentiellement ça peut ouvrir la voie à de nouvelles aventures basées sur les conséquences de cette attaque et les réactions de leurs ennemis et des pays voisins. Pour ce scénario, il faut surtout indiquer clairement aux joueurs quelle est leur cible et ils doivent avoir une forte rancœur envers cette faction, ça c'est très important. Si tu arrives à bien construire ça, le moment il va être intense. Le 8e scénario, c'est le détective et l'interdit. Alors revenons à quelque chose de plus classique mais qui fonctionne toujours. Une bonne grosse enquête sur un village malade. Depuis quelques mois, les habitants tombent très malades sans savoir pourquoi. Soit les joueurs sont appelés pour mener l'enquête, soit ils passent dans le village et se rendent compte de ce mal-être.
Ils vont se rendre compte que quelque chose pollue l'environnement et cause ces étranges maladies. À force d'échanger avec les habitants, ils vont finir par faire le lien entre cet étrange manoir en haut de la colline, appartenant à un étrange habitant solitaire qui s'est beaucoup enrichi ces dernières années, alors qu'avant il vivait dans la misère. Évidemment, je te le donne en mille, ce personnage possède une technologie ou une magie interdite qui lui permet de produire une ressource achetée à prix d'or, mais avec la contrepartie terrible qui est de détruire l'environnement autour, ou de rendre malades les habitants. Les joueurs devront donc trouver des preuves pour accabler ce personnage et prouver ses méfaits. L'intérêt de ce scénario, c'est que la résolution est multiple. Si les joueurs réussissent leur coup, alors le village leur sera éternellement reconnaissant. Mais s'ils se plantent, ce riche industriel pourrait bien leur causer des problèmes. Parlons maintenant d'enquête avec le détective et l'interdit. Donc ici, c'est un univers où il y a certaines technologies ou magies qui peuvent être utilisées, et l'idée, c'est que les joueurs vont enquêter sur une maladie mystérieuse qui affecte un village. Petit à petit, en menant l'enquête, ils vont se rendre compte qu'un individu utilise une technologie ou une magie qui détruit tout l'écosystème pour son profit personnel. Après avoir mené l'enquête sur ce personnage, ils vont le confronter et ça peut mener à un combat. Et en fonction de la réussite ou des actions des joueurs, ils vont devoir gérer les conséquences de ce combat. La première partie du scénario, c'est l'enquête sur cette fameuse maladie. En fait, les joueurs vont arriver dans un village où tous les habitants sont malades. Ils commencent du coup à enquêter un peu sur l'origine de cette maladie. Et donc ici, ce que tu vas devoir inclure, c'est la description du village ou de la ville. Ça dépend aussi de la taille que tu veux. Et les différents symptômes que les personnages ils ont. De la fièvre, de la fatigue, des éruptions cutanées, etc. Et s'ils ont la possibilité, ils ont analysé par exemple que l'eau semblait responsable de ces maladies. C'est à toi de voir si c'est quelque chose qu'ils peuvent faire ou pas dans ton univers. Autrement, tu peux aussi trouver d'autres idées et laisser les joueurs la possibilité de faire leur propre enquête. Ils vont devoir aussi interroger les villageois. Et ça, c'est très important parce que de cette manière, ils vont obtenir des informations sur l'apparition de la maladie et les changements récents dans le village. De cette manière, les joueurs vont commencer à trouver des indices qui vont pointer vers une source externe de contamination, par exemple une rivière polluée, des plantes mortes, etc. Ils vont pouvoir un peu remonter le fil. Ce qui est important ici, c'est de créer un lien émotionnel entre les habitants et les joueurs. Il faut que les joueurs se sentent un peu impliqués. Si c'est un village dans lequel ils sont déjà passés, c'est encore mieux. Par exemple, si jamais t'es une campagne plusieurs mois plus tard et qui repasse vers l'un des villages qu'ils ont aidé au tout début, ça peut être sympa de mettre en place ça, s'il y a assez de laps de temps entre les deux. Parfois, tu auras aussi besoin d'une raison pour faire en sorte que les joueurs aient envie d'aider ce village ou non. Ça, c'est à toi de voir ce que tu vas mettre en place là-dessus. Par la suite, les joueurs dans leur enquête, ils vont découvrir une technologie ou une magie interdite. Notamment, ils vont se rendre compte qu'un personnage semble utiliser une technologie ou une magie qui est la cause de cette destruction de l'écosystème et qui derrière rend les gens malades. Et donc pour le faire, il faut des indicateurs suspects. Par exemple, les joueurs vont remarquer une sorte de maison ou un bâtiment qui se distingue un peu du reste du village par son état ou son apparence. Par exemple, elle est plus moderne, elle est plus protégée, elle est en hauteur sur une montagne, elle prend de la place, ce genre de choses. Ils vont peut-être apprendre en enquêtant que l'un des habitants s'est considérablement enrichi ces 2 dernières années et qu'il a pu s'acheter ce bâtiment qui se situe dans des quartiers très riches, par exemple sur une petite montagne. Tu vois, c'est un peu ce type de bâtiment là, ça ressort un peu du lot. Peut-être que tu as un village en bas et tu as une petite montagne et tu vois ce gros bâtiment et ça attire l'œil tout de suite. Il y aura sans doute une phase d'observation et d'infiltration où ils vont pouvoir aller espionner ou infiltrer ce lieu pour essayer de recueillir des preuves d'utilisation de cette technologie ou cette magie interdite. Ce qu'il faut, c'est que les joueurs doivent trouver des preuves qui sont concrètes. Des appareils, des grimoires, des traces de magie interdite, ainsi que des effets directs sur l'environnement. Par exemple, l'eau qui est contaminée, notamment sur une zone très précise, très proche de là où ça se passe, des terres stériles, etc. Ils doivent aussi découvrir le mobile. Pourquoi ça a lieu? Par exemple, la magie ou la technologie permet de créer de l'or ou de produire une ressource rare et achetée par un royaume ou un état voisin. Ça, pareil, c'est quelque chose qui peut ouvrir d'autres portes d'intrigue politique par la suite. Et une fois qu'ils ont un petit peu tous les éléments, les joueurs vont commencer à enquêter sur le personnage en question, le propriétaire de ce fameux manoir, et qu'est-ce qu'il cherche à faire, quelles sont ses motivations et quel est son mode de fonctionnement. Donc ils vont chercher des témoins, ils vont interroger des personnages qui le connaissent ou qui ont des informations sur son activité, et ils vont apprendre notamment que c'est quelqu'un qui par le passé a beaucoup galéré et qui a fini par réussir petit à petit à s'enrichir jusqu'à qu'il y ait une accélération fulgurante il y a quelques années de ses revenus et qu'il puisse s'acheter ce type de maison. Ensuite, les joueurs vont commencer à collecter tous les renseignements possibles, ils vont fouiller son domicile, ils vont peut-être pirater ses communications si c'est possible, ils vont suivre ses déplacements pour obtenir des preuves supplémentaires. Il faut qu'ils aient un maximum de preuves, à eux de voir s'ils les veulent aussi ou non, et au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une révélation des motivations. Ils doivent découvrir pourquoi le personnage utilise cette technologie ou cette magie interdite. Ça peut être pour des gains financiers, pour de la vengeance, pour des expérimentations scientifiques, ou parce qu'il n'a pas trop le choix, ou qu'il s'en
s'endetter pour acheter sa maison. Il peut y avoir des choses un peu moins malveillantes derrière aussi. La quatrième partie, c'est la confrontation. C'est le moment où les joueurs découvrent comment le personnage opère et ils vont le confronter. Et peut-être qu'ici, un combat peut s'en suivre ou non, pas obligé. Ce que tu dois prévoir ici, c'est la confrontation directe. Si les joueurs commencent à l'affronter, ils exposent ses actes et exigent des applications ou une cessation de ses activités, bah peut-être qu'il va pas être d'accord, peut-être qu'il a acheté des gardes, tu vois, il peut y avoir plein de possibilités pour faire en sorte de faire taire les joueurs. Si le PNJ refuse de coopérer malgré ce que les joueurs ont, et pareil, s'il a des gens avec lui pour monter la garde ou autre, ou si même lui il est fort entre guillemets pour se battre, et ben peut-être qu'il va pouvoir utiliser ses capacités et notamment utiliser sa technologie pour se battre aussi, pourquoi pas, face aux joueurs et utiliser une sorte de magie un peu interdite. Enfin, il peut aussi avoir une résolution pacifique, c'est-à-dire que les joueurs peuvent tenter de persuader le personnage d'arrêter ses activités ou de trouver un compromis, et donc ça tu peux le faire comme tu veux en fonction de si tu préfères créer un combat ou plutôt davantage de roleplay. C'est toi qui vois en fait, t'as un peu les deux directions possibles. Des fois c'est sympa un peu de faire autre chose que du combat dans un jeu de rôle. À toi de voir ce que tu préfères. Enfin, pour terminer, il y a les conséquences de cette confrontation. Les joueurs vont devoir gérer les répercussions de ces actions, que ce soit en arrêtant le personnage ou en subissant sa vengeance, c'est possible aussi. Par exemple, l'influence du personnage est importante. Si les joueurs n'ont pas réussi à l'arrêter, ce dernier peut utiliser son influence pour se venger, leur causant beaucoup de problèmes. Par exemple, ils peuvent faire en sorte qu'ils soient bannis du village, les balancer aux autorités, les mettre en prison, ce genre de choses. Les joueurs peuvent également faire en sorte de prévenir les autorités, de montrer toutes les preuves et faire en sorte que ce PNJ soit arrêté. Et dans ce cas-là, le village leur sera très reconnaissant et pourra leur offrir des récompenses ou de l'aide pour le futur. Et puis, l'impact sur le village est très important. Décrit la guérison progressive du village, la restauration de l'écosystème après l'arrêt des activités interdites. Ça, tu peux le faire sur le reste de ta campagne, quelques scénarios plus tard. Peut-être qu'ils vont recevoir des nouvelles, une lettre, un appel, peu importe, qui va leur expliquer que voilà, bah, les gens commencent à mieux se sentir, l'herbe commence à repousser, enfin tout ce genre de choses qui montrent un peu que bah voilà, ils ont eu un vrai impact et qu'ils ont vraiment aidé ce village à aller mieux et à sortir de cette crise. N'hésite pas non plus à les faire repasser dans le village plus tard pour qu'ils puissent voir un peu les conséquences de ce qu'ils ont fait, ça peut être super sympa. Il y a des PNJ qui peuvent les reconnaître à nouveau, les célébrer, tout ce genre de choses. Pour cette quête, si tu es un joueur qui a une sensibilité à la magie, celui-ci peut être attiré naturellement par le village et ça c'est cool parce que du coup il peut avoir cette sensibilité de se dire il faut que je trouve ce qui se passe et le reste du groupe va l'aider à essayer de résoudre ce mystère. Une autre possibilité, c'est simplement de faire en sorte que ce village se situe dans une zone que les joueurs vont devoir traverser. Par exemple, ils veulent aller dans une ville un peu plus loin et ils passent par ce village et ils voient ce mal-être et donc du coup, c'est un peu une quête secondaire, ils s'arrêtent pour essayer de les aider. Ce village, il peut aussi être un endroit où se situe un PNJ qui est important pour les personnages joueurs, ce qui donnera du coup une attache émotionnelle qui est plus forte pour résoudre ce problème. Le 9e scénario, c'est de la diplomatie politique. Pour ce scénario, je me suis inspiré de la série Vox Machina qui est disponible sur Amazon Prime. Ça a été créé par ceux qui ont fait Critical Role et si tu ne l'as pas vu, je t'invite vraiment à aller la voir, c'est très sympa. Le principe est simple. Les joueurs sont conviés à un banquet diplomatique suite à des actes de bravoure passés. Malheureusement, l'un des invités est, disons, très discutable. Il peut s'agir d'un tyran, de quelqu'un de louche avec des mauvaises intentions, ou encore quelqu'un responsable des souffrances terribles de l'un des joueurs. Tu peux même combiner ces différents aspects. Durant cette soirée, les joueurs vont chercher un moyen d'enquêter sur ce personnage et vont prendre de gros risques. S'ils arrivent à le confronter, ils peuvent soit réussir à montrer au monde entier les véritables intentions de ce personnage, soit au contraire créer un véritable incident diplomatique avec de graves répercussions derrière. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu as envie de mettre plus d'enjeux dans tes parties, c'est un excellent moyen d'y inclure des intrigues politiques. On a fait un très gros cours en ligne sur le sujet, donc n'hésite pas à aller faire un tour si ça t'intéresse. Le dernier scénario de notre liste, c'est la fameuse soirée diplomatique. Il faut un univers du coup où les relations diplomatiques entre les peuples ou les régions sont courantes et où les joueurs peuvent participer à des événements de haute société. Donc ça c'est important de le mettre en place correctement dans ta campagne pour pouvoir le faire. Le synopsis ici, c'est que les joueurs sont conviés à un événement important pour unifier les peuples ou les régions. Cependant, le jour J, ils vont découvrir qu'un des convives est un traître cherchant à asservir un peuple. De ce fait-là, ils vont commencer à enquêter discrètement sur ce PNJ dangereux et ils vont devoir gérer les conséquences de leur action. Et ces conséquences, ça va être bien sûr un incident diplomatique si ça se passe mal ou au contraire un revirement total de rapport de force. C'est pas forcément un scénario que tu vas utiliser au tout début de ta campagne. Par contre, une fois que les joueurs se sont un peu illustrés ou ont rendu des services au pouvoir en place, ça peut être très intéressant. La première partie, c'est les joueurs qui sont invités à l'événement. Donc là, les joueurs sont informés qu'ils sont conviés à cet événement diplomatique crucial pour unifier les peuples et leurs régions. Et leur présence est souhaitée vu ce qu'ils ont accompli et c'est vraiment une demande des hautes autorités qui les estiment. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est leur présenter l'événement,
ça va être un cadre somptueux, il y a des personnalités importantes parfois qu'ils vont connaître, et c'est un moment clé crucial pour l'unification des peuples ou des régions concernées. Derrière, ils vont recevoir une invitation qui est bien formelle, bien écrite, très claire, peut-être même qu'on va venir les chercher avec des véhicules un peu cool, et puis potentiellement on peut leur donner quelques détails sur leur rôle ou les attentes spécifiques qu'on a envers eux, ou pas, juste on peut les convier pour les présenter et dire que voilà, c'est eux qui ont résolu telle problématique. Et puis bien sûr, il faut mettre en place cette fameuse ambiance diplomatique, hein. C'est pas la giga fête, la giga soirée où on fait les fous. Au contraire, il faut qu'il y ait une atmosphère un peu de tension, de côté un peu formel, avec des discours, des toasts, des discussions assez politiques quoi, en quelque sorte sur l'univers. Ça c'est assez important de le mettre en place. La deuxième partie, c'est la révélation de la menace. À ce moment-là, les joueurs voient qu'un des PNJ conviés est en fait un tyran qui a asservi un peuple, peut-être qu'ils le connaissent, pourquoi pas le peuple de l'un des joueurs ou l'un des PNJ qu'ils apprécient. Et donc ils vont commencer à enquêter un peu sur ce personnage pour se dire mais pourquoi elle est là. Et ils voient un petit peu que ses intentions elles sont pas tout à fait claires quoi. Le personnage il est là mais tu sens qu'il y a quelque chose de caché derrière. Pour ce scénario il faut que tu vois un petit peu dans quel sens tu vas orienter ce personnage, notamment ce fameux tyran, tu vois. Est-ce que tu choisis la voie de la trahison? Dans ce cas-là, il faut que tu donnes des indications sur cette trahison. Il faut que les joueurs entendent des rumeurs ou reçoivent des informations discrètes d'un convive qui soit un peu suspect, quoi. Il faut aussi prévoir la description de ce traître, le présenter comme un PNJ dangereux, ses apparences, son comportement sont suspects et son rôle dans l'événement est un peu discutable. Très important, il faut que les joueurs aient une motivation pour enquêter. Les joueurs doivent comprendre l'urgence et la gravité de la menace et donc les pousser à agir discrètement. Donc c'est là où il va falloir te creuser un peu la tête pour te dire comment je peux faire en sorte que les joueurs aient envie d'enquêter sur ce personnage sans déranger tout le monde et de le faire un peu discrètement. Si par contre tu préfères la voie que les joueurs cherchent juste à se venger, mets en scène les mêmes éléments sauf qu'ils vont chercher à comprendre ce qu'il fait là. Pourquoi est-ce qu'il a été invité finalement? La troisième partie c'est cette fameuse enquête. Donc les joueurs vont faire une enquête discrète sur ce PNJ, ils vont peut-être visiter son hôtel, sa chambre d'hôtel ou autre, recueillir des informations auprès d'autres invités et en fait ils vont devoir faire quelque chose qui pourrait provoquer un incident diplomatique grave. Par exemple fouiller dans les affaires d'un invité, c'est très grave parce qu'on c'est quelque chose, c'est une déclaration de guerre presque. On va donc prévoir une investigation discrète, les joueurs peuvent s'infiltrer dans son hôtel, intercepter des communications, espionner ses interactions pendant l'événement, entendre des conversations un peu suspectes. Il faut qu'ils collectent des preuves, trouver des documents incriminants, écouter des conversations secrètes, interroger des témoins sans éveiller les soupçons. Il faut que la tension soit croissante. Plus ils enquêtent, plus ils avancent, plus la tension monte et ils s'approchent de la vérité sans pour autant avoir tous les éléments. Et plus ils continuent, plus il y a des risques qu'ils soient découverts. Et enfin, on va avoir la confrontation. Elle peut se passer de deux façons. Soit le joueur confronte le PNJ dangereux avec les preuves qu'ils ont recueillies. Cette confrontation elle peut mener à plusieurs issues. Ou alors, une autre possibilité, c'est que les personnages joueurs soient pris en flagrant délit, par exemple par ce PNJ qui rentre plutôt à son hôtel, pour leur dire en fait vous êtes en train de fouiller dans mes affaires quoi. Et là c'est le drame, là c'est le début de l'incident diplomatique. Donc voilà, soit ils se font choper, soit ils exposent tout sur la place publique, tous ses actes et tout ce qu'il a fait par le passé ou ce qu'il a prévu de faire, avec des preuves concrètes. À inclure ici donc toutes les accusations publiques, les joueurs peuvent confronter le PNJ devant les autres invités, exposant ses intentions malveillantes. Dans ce cas-là, le PNJ doit dénoncer un traquenard envers lui. Ça c'est très important qu'ils disent mais regardez en fait mauvais invité pour me déshonorer, ce genre de choses, et donc ça crée un vrai problème, un vrai incident diplomatique. Il peut aussi avoir un combat potentiel. Si le PNJ résiste ou tente de fuir, un combat peut éclater, transformant la scène diplomatique en chaos. Il faut que le PNJ il soit très puissant et qu'il puisse mettre les joueurs en difficulté, soit lui, soit sa garde rapprochée. Une alternative, c'est que les joueurs peuvent aussi confronter le PNJ dans un endroit plus discret, mais la situation peut vite dégénérer. Il faut qu'au bout d'un moment, la garde intervienne et mette les héros en joue, provoquant la stupeur du pouvoir en place et de ses invités. Et là, la fin de l'histoire, il y a plein de possibilités. Les actions des joueurs vont vraiment déterminer la conclusion de l'aventure, il y a plein de résultats possibles et il va falloir peut-être un peu improviser, mais voici concrètement les grandes lignes et ces moments de se lâcher. Par exemple, l'incident diplomatique, si la confrontation elle tourne mal, les joueurs peuvent être réprimandés pour avoir provoqué un incident diplomatique avec des conséquences politiques qui sont très graves. Ils peuvent perdre toute leur crédibilité, leur statut envers le pouvoir en place et devenir entre guillemets persona ingrata, ça veut dire qu'en gros on ne les écoute plus, on les bannit, on veut plus leur parler, c'est des parias quoi. Et au passage, on leur retire tous leurs privilèges. Peut-être même qu'ils peuvent être mis en prison, voire exclus de la zone. S'ils arrivent à avoir des preuves de culpabilité, les joueurs peuvent prouver la culpabilité de ce PNJ, ce qui va renforcer leur position diplomatique et gagner le respect des autres convives. Pour autant, dans les enjeux politiques, les puissants sont parfois bien au courant de ce qui se passe et ce que les uns et les autres font. Et ça peut être assez marrant à faire, c'est qu'en gros, ils ont toutes les preuves de la culpabilité de ce PNJ, ils vont brandir ces informations devant les invités et finalement envenimer les choses puisque
personne ne sera surpris par ces accusations. C'est presque une situation qui est normale en diplomatie et souvent les joueurs ils connaissent pas cet élément. C'est-à-dire qu'en gros, concrètement, ils vont dire regardez tout ce qu'il a fait, preuve 1, preuve 2, preuve 3, cette personne fait en fait ça, et tous les autres sont en mode ouais, ok bro, on le savait en fait. Ça se fait pas juste de le dire, et donc finalement ils vont retourner la situation, et malgré toutes les preuves accablantes, c'est les joueurs qui vont passer un peu pour bah voilà, des personnes mal apprises quoi. C'est ce genre de choses dont on parle beaucoup dans une masterclass qu'on a fait sur les intrigues politiques. Si ça t'intéresse, on a creusé le sujet à fond, et si tu as envie de créer des intrigues politiques dans tes scénarios de roleplay, n'hésite pas à aller faire un tour pour voir ce que c'est. Et puis pourquoi pas, si ça passe vraiment mal, tu peux déclencher carrément une belle grosse guerre. Là t'as les tensions qui escaladent, les actions déclenchent un conflit ouvert entre les peuples et les régions, et derrière on a des répercussions majeures. Par exemple, le PNJ peut profiter de ce moment pour dénoncer un coup fomenté par le pouvoir en place et créer des répercussions politiques, voire lancer une guerre contre ce peuple-là. Et ça c'est intéressant parce que tu vas vraiment faire en sorte que les joueurs soient responsables de leurs actes, et tu crées une aventure avec de la complexité diplomatique, de l'enquête, de la confrontation, et chaque décision peut avoir des conséquences significatives dans l'équilibre de l'univers que tu as mis en place. On a vu nos 9 idées de scénario, donc là t'as de quoi faire et j'espère en tout cas que ça t'a plu. Mais j'aimerais terminer cette vidéo et profiter pour débunker certains mythes. Contrairement à ce que beaucoup de joueurs pensent, non, tout ne repose pas sur le maître du jeu. Pour moi, une bonne partie, ça se résume en 3 tiers. Un tiers concerne le scénario, sa cohérence et son intérêt. Un tiers concerne la capacité du maître du jeu à mener la session et la rendre intéressante. Et un tiers concerne tes joueurs. Si ces derniers ne jouent pas le jeu, tu peux avoir le meilleur scénario du monde et être le meilleur MJ, ça n'en fera pas une belle aventure. Donc si je te dis ça, c'est juste pour être indulgent avec toi-même. Fais juste de ton mieux et surtout, passe un bon moment. Si tout ça t'inspire et que tu as envie d'écrire ton propre scénario de roleplay, voici quelques petits conseils. Déjà, il faut juste se rendre compte que ce n'est pas si difficile à faire et qu'il faut juste avoir quelques points clés. Je t'ai fait une vidéo entière sur comment créer des scénarios non linéaires, je t'invite à aller la regarder. Tout d'abord, il faut comprendre qu'un scénario de jeu de rôle, contrairement à une histoire classique où les événements s'enchaînent de façon logique, décidée par un auteur, dans un roleplay les choses sont bien plus chaotiques. C'est comme si le maître du jeu décidait du synopsis de chaque chapitre, mais que les joueurs en écrivaient le contenu. Les étapes peuvent donc s'enchaîner dans le désordre, ne pas tout avoir lieu, voire être complètement chamboulées par l'acte d'un seul de tes joueurs. Impossible à prévoir donc. La difficulté, c'est donc de trouver un moyen de faire de la place à l'histoire tout en permettant aux joueurs d'avoir une grande liberté d'action. Pour cela, rien de tel qu'une structure narrative qui est très simple. Une situation initiale, un élément perturbateur, des conflits et une résolution. Ça marche depuis des millénaires. Pour gérer la sensation de liberté des joueurs, tu peux aussi utiliser des techniques de game design. On en explique une très utile dans le guide des scénarios non linéaires, et puis tu peux en apprendre d'autres dans notre cours en ligne, débuter le roleplay en tant que maître du jeu. On va te donner plein de méthodes pour gérer le déroulé de tes parties, donner une sensation de liberté totale à tes joueurs tout en maîtrisant ta partie de bout en bout. Maintenant, si tu cherches des idées de scénario, n'hésite pas à t'inspirer des séries, des films et des livres qui te plaisent. D'ailleurs, si tu regardes parmi les exemples que je te propose dans cette vidéo, ils sont tous issus de nombreuses inspirations différentes. Seule la structure est reprise pour pouvoir s'adapter aux différents univers. Terminons sur l'art d'améliorer sa campagne. Maintenant, tu as 9 scénarios que tu peux implémenter dans tes jeux de rôle. Mais le plus intéressant, ce n'est pas d'en jouer qu'un, mais bel et bien de construire ta campagne. Créer une campagne, c'est passionnant pour toi et tes joueurs, parce que plus vous allez vous investir dans l'aventure, plus tu as la possibilité d'impliquer émotionnellement ton groupe. C'est de cette façon que tu peux construire une aventure qui est épique. Prends par exemple le scénario 7 sur la vengeance. Imagine si tu réalises ce scénario non pas comme une aventure one-shot, mais comme le climax de ta campagne. Que vont ressentir tes joueurs lorsqu'ils vont mettre leur plan à exécution? Alors si tu n'as pas encore franchi le cap, je t'invite à foncer. Et si tu veux des conseils pour lancer ta campagne, va voir cette vidéo.